Bienvenue dans Avec Vanda. Aujourd'hui, je reçois Émilie Lestari. C'est l'histoire d'une femme qui a transformé sa passion en spécialité journalistique, utilisant l'alimentation comme prisme pour comprendre notre société. On a parlé de son enfance entre deux cultures, de sa découverte du journalisme comme une façon de documenter l'histoire du présent et de sa spécialisation progressive dans l'alimentation. On a aussi évoqué le podcast à succès Bouffon qu'elle a animé pendant 4 ans, son travail sur les cantines solidaires et comment elle enseigne aujourd'hui à ses étudiants à regarder ce qui est proche d'eux pour trouver leur direction. Entre articles et livres en préparation, cours et podcasts, Émilie a trouvé sa voie et la transmet par tous les moyens qui lui ressemblent. Bonne écoute! Salut Émilie! Salut Vanda! Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Merci à toi. Très impressionnée parce que pour moi, tu es l'une des précurseurs du podcast en France et autour de la bouffe. Parce que si je devais te présenter à des amis, je dirais que tu es journaliste dans la bouffe et autour des enjeux de société. Je ne sais pas si je le dis bien, tu le diras beaucoup mieux, mais moi, quand j'ai découvert ton podcast il y a 5 ans à peu près, pendant le Covid, je crois, ce qui s'appelait Bouffon, même si on peut toujours écouter les épisodes, tu nous faisais découvrir aussi bien des personnalités que des sujets importants, sociétaux, environnementaux, culturels. Et c'est ce que j'ai adoré. Et donc, je suis ravie, 5 ans après, de t'accueillir ici et de pouvoir découvrir comment t'en es arrivée là, comment tu es devenue journaliste, d'où tu viens, qui tu étais, dans quel environnement t'as grandi et voilà, comment tu en es arrivée dans ce studio aujourd'hui. Merveilleux. Et ben c'est hyper chouette aussi pour moi comme exercice d'être cette fois-ci de l'autre côté. Moi qui souvent l'ai plutôt tendu ce micro. Oui. C'est un exercice aussi de rassembler un peu ses idées, de parler de soi parce qu'il y a tellement de choses qui sont déjà là en nous et qu'on n'a pas toujours le temps de verbaliser. Et là répondre à ton invitation, ça va un peu me forcer à réfléchir, à mettre en ordre des mots sur ma démarche. Donc ça me fait vachement plaisir. J'aime beaucoup cet exercice. Merci, c'est vraiment l'objet du podcast, c'est le temps long. C'est vraiment de prendre le temps et de réexplorer un peu tout et de se poser, quoi. Parfois, ça fait un effet thérapeutique. Et à la fin, certains disent « je suis fatiguée ». J'ai l'impression d'avoir repassé toute ma vie en accéléré. Mais voilà, j'aime bien justement comprendre d'où chacun vient. Voilà. Donc, pour reprendre au tout début, si ça te va, on peut parler de ta naissance à tes 10 ans, par exemple. On peut même revenir à tes parents, tes grands-parents, enfin ton histoire. D'où tu viens, où tu as grandi, qui était la petite Émilie? Waouh, ah ouais. On revient, ouais. C'est hyper deep quoi tout de suite. Pour moi, c'est vachement important. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. En tout cas pour moi. Quoi. Donc. Mais t'as raison. Il y a beaucoup de choses qui commencent dès l'enfance. Et d'ailleurs, moi pendant très longtemps, j'étais surtout dans le temps présent, je dirais de ma vingtaine, les premières années de la trentaine. Et là, depuis peu, comme je suis devenue maman il y a un peu moins de 2 ans. Félicitations. Merci. Mon enfant a 18 mois, 19 mois. Mais je me rends compte que la parentalité, ça m'a aussi invitée à voir l'espace-temps de manière différente. C'est-à-dire que quand tu as un enfant, tu revisites aussi des moments de ton enfance à toi, en voyant sa petite enfance à lui, à ton enfant. Et puis aussi, tu te projettes un peu plus dans le futur, à travers son futur à lui. Et donc, j'ai réalisé que, oui, avant, j'étais toujours dans un espace-temps très moyen, court terme. Et là, je repense énormément à mon enfance, à ce que je faisais quand j'étais petite. Je posais des questions à mes parents. Ouais, incroyable. Donc, l'enfance est un peu plus présent, un moment plus présent dans ma vie à moi. Et donc, pour te parler de mon enfance, c'est une enfance dans les Hauts-de-France. Enfin, à l'époque, on disait le Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Voilà, je suis née à la fin des années 80, dans un cadre familial très aimant. Voilà, avec mes 2 parents, ma petite sœur. Tes parents faisaient quoi dans la vie? Alors, ils sont tous les deux, et c'est encore le cas aujourd'hui, ils travaillent dans la fonction publique. Okay. Ils sont fonctionnaires, donc ils représentaient aussi pour moi, et c'est encore le cas aujourd'hui, une forme de stabilité professionnelle. C'était l'époque où c'était possible d'avoir des CDI. Ouais, pendant 40 ans. Voilà, c'est ça. C'était possible du coup c'est l'époque aussi où on parlait moins de reconversion. Les gens trouvaient leur métier, et puis après ils s'épanouissaient là-dedans, ils montaient en grade année après année. Donc
Moi, j'ai vu ça un peu de près, en me projetant un peu aussi là-dedans, en me disant, moi, probablement que j'aurai aussi mon métier comme un grand manteau que tu portes et qui va être sur toi pendant des années. Ouais. Et en fait, il s'avère que la suite, on la connaît, quoi. Si on fait un petit accéléré, je suis journaliste, donc métier presque de saltimbanque. En plus, je me contente pas d'être journaliste, je suis journaliste indépendante. Vraiment. C'est tout sauf stable. Voilà, c'est ça. Comme un métier de fonctionnaire. Ouais. Et mais bon, ça me plaît quand même si ça a donné des sueurs froides à certains moments de la vie de mes parents. Ouais, j'imagine. Ils se sont dit, ah tiens... c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Ou est-ce que tu veux pas plutôt être dans un contrat stable? Un de ces métiers qu'on trouve facilement dans les fiches de l'ONICEP. Tu sais, ouais. genre pharmacienne, avocate, ou des trucs très précis. Ou dans les bilans de compétences, là, vous cochez ces cases-là, donc vous pouvez être kinésithérapeute. Voilà, c'est ça. Très bien. Ouais. Et du coup, moi, pendant très longtemps, je pensais, comme j'aimais écrire, que j'aimais le contact avec les gens, Enfin, voilà, j'ai dû faire à l'époque, quelques petits quiz de l'ONICEP. Et à l'époque, je pensais, par exemple, vouloir être prof. Ah. Je pensais que c'était ça, du coup, ma destinée. Ouais. Est-ce que ça aurait pu? Dans l'absolu, je pense que ça aurait pu me plaire, parce que d'ailleurs, on aura peut-être le temps d'en parler à un autre moment, mais je suis aussi investie dans une asso qui s'appelle l'École Comestible. Ah, ouais. Et j'aime beaucoup être dans ces liens aujourd'hui avec l'enfance, la petite enfance, la transmission. Bien sûr. Mais j'aime aussi tellement écrire que je pense que je suis bien là où je suis en tant que journaliste. Et quand tu étais petite, déjà, dès que tu as appris à écrire, tu écrivais déjà pas mal ou tu lisais beaucoup Ouais, j'ai tout de suite été souvent à la bibliothèque. D'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, on pouvait emprunter que 4 livres, alors que maintenant, tu peux en emprunter jusqu'à 10, c'est des DVD. Non, la bibliothécaire, du coup, me connaissait bien. Je prenais mes 4 livres. Ma mère m'accompagnait le samedi. Et parfois, je négociais pour lui dire, est-ce qu'on peut y retourner 3 jours après, parce que j'avais déjà tout lu. Ouais. Et ouais, mes parents m'ont beaucoup accompagnée dans ce goût de la lecture, de l'écriture aussi. Alors pourtant, c'était pas leur langue maternelle. Donc mes 2 parents sont vietnamiens. Ah ouais. Ils sont arrivés en France au début des années 80. Ok. Mais ils ont autant que possible toujours accompagné ce goût que j'avais en m'achetant des livres, en m'accompagnant aussi dans les devoirs le soir à la maison. J'ai sauté une classe aussi. Ah, laquelle? Le CM1. Ok. Qui n'est pas la plus simple, en plus. Il paraît que c'est pas la plus simple parce que... C'est pas comme le CP où tu sais déjà lire, finalement, et donc ça paraît évident, quoi. Là, c'est que vraiment, tu avais des compétences... Même si je crois qu'on en revient un petit peu de ce truc de faire sauter des classes aux enfants. Parce que le but, c'est pas juste qu'ils aillent de plus vite, mais aussi qu'ils se sentent bien dans leur classe avec les camarades. Ça a été difficile pour toi de sauter une classe? Ça va. Au contraire, plutôt easy, plutôt fluide, parce que j'étais en CE2, du coup, déjà dans une classe double. Ah ouais, ok. Donc en gros, quand j'avais fini mes exos de CE2, je faisais un peu les exos de CM1. Donc c'était un peu indolore. Je sautais ma classe comme ça sans forcément trop m'en rendre compte. Ouais. Et sans perdre trop les copains. Voilà, c'est ça. Ça, c'est aussi plutôt utile. Ok. Donc voilà, enfance dans le nord de la France, dans une petite ville à côté de Lille. Enfance assez paisible, finalement. Ouais, j'ai l'impression, et aimante, j'ai l'impression aussi. Ouais. Est-ce que la cuisine faisait déjà partie de ta vie à ce moment-là? Oui, mais sans que je me rende vraiment compte. Parce qu'il y a vraiment ce truc, je trouve, avec l'enfance, où comme c'est ton premier cercle de sociabilité, la famille, il y a beaucoup de choses que tu vis sans forcément te dire « Ah, ça c'est ma famille, elle est comme ça, elle a cette singularité-là ». Pendant très longtemps, tu te dis « Bon, j'imagine que c'est comme ça dans toutes les familles ». Ouais. Et c'est peut-être plus en grandissant, en allant un peu plus chez les autres, en prenant du recul, que tu te dis « Ah oui, ok, ça c'est une particularité de chez moi ». C'est ce qui fait mon héritage culturel. C'est peu à peu, on s'en rend compte comme ça. Ouais. Parce qu'ils cuisinaient vietnamien, du coup, à la maison? Ouais.
vietnamien. Alors c'était surtout ma mère qui cuisine, enfin ça l'est toujours. Finalement un schéma assez classique, très injustement, alors que mon père quand même de temps en temps cuisinait et faisait des choses très très simples. Avec ma sœur, parfois on pouvait même dire que c'était nos plats préférés, alors que ma mère se décarcassait. Oh. Mais comme de temps en temps mon père le faisait, c'était tellement rare. Voilà. Et ça pouvait être du coup l'omelette. Un peu, tu vois, qui va baver comme ça sur le riz, qui va juste sortir de l'autocuiseur, un peu de ciboulette par-dessus, de la sauce magie. Le truc fait vraiment très rapidement, mais qui a vraiment le goût des choses très très simples. Et on était trop contentes quand on mangeait ça. Ah là là, et ta mère rageait pas derrière? Probablement. Et heureusement, entre-temps, les années ont passé et là, maintenant, je réalise tout le temps qu'elle passe en cuisine, le fait que, bien sûr, ces goûts-là, on les a pas tout de suite. Elle fait mijoter des choses, elle met plein de condiments que je note précieusement sur une feuille maintenant parce que je tiens à avoir la même épicerie de produits qu'elle. Donc, je pense que maintenant, je réalise la préciosité de tout l'amour qu'elle met, de tout le temps qu'elle passe en cuisine. Ouais, non, mais c'est clair. Et est-ce qu'elle cuisinait uniquement vietnamien ou elle essayait d'autres recettes françaises ou autres? D'autres recettes aussi, ouais. Il y a toujours eu dans ma famille un mélange de la même manière qu'il y aurait le franglais. Nous, c'était un mélange de France et de Vietnam à la fois. Je pense que mes parents, justement, dans cette logique aussi de vouloir nous transmettre et de nous intégrer à la société française, ils n'ont pas cherché à répliquer un truc qu'ils ont connu enfant. Ils ont toujours eu cette volonté de faire ce mélange et de transmettre du coup quelque chose qui est c'est ça, de l'ordre de la nouveauté pour eux parce qu'à la fois ils découvraient une culture. Mon père, quand il arrivait en France, il a eu des familles d'accueil, donc il a beaucoup mangé de fromage. Il y a des choses comme ça, du vin, mais plutôt du Bordeaux, enfin Mais il a aimé tout ça tout de suite. Ça fait partie de son apprentissage en fait, parce qu'il est arrivé à l'âge de 18 ans, donc. Donc, c'est des choses qu'il a continué à mettre aussi dans l'éducation qu'il nous a donnée. Et ma mère, alors elle aime pas le fromage, elle aime pas le vin, elle boit pas d'alcool, mais il y a d'autres choses qu'elle aime beaucoup ajouter. Par exemple, elle peut être capable de nous faire des pommes sautées avec du poulet en mode truc du dimanche, mais en ajoutant plutôt de la citronnelle, tu vois, d'un coup. Ou alors une pièce de viande, grillade un peu classique, mais elle va mettre un peu de sauce d'huître. Oui, finalement, elle utilise les condiments qu'elle a. Voilà, c'est ça. Ah, génial. Ça me donne très faim, ça y est. Et en fait, il y a eu tellement ce truc aussi, ça c'est un exemple qui est assez révélateur, je pense, de comment je me suis sentie chez moi toute petite. Mais comme on parlait énormément vietnamien à la maison, et un petit peu français sur la route de l'école, et ensuite je parlais français à l'école. Pendant très longtemps, je pensais que tous les enfants avaient une langue de chez eux. Je me disais pas, jusqu'à l'âge de 6 ans, à l'entrée au CP, je me disais pas, il y a la langue, il y a le vietnamien que je parle avec mes parents, bien sûr. Et il y a le français. Je me disais, non, il y a la langue qu'on parle à la maison. Une fois qu'on a déposé notre sac de l'école, qu'on a enlevé... le cartable, le manteau, il y a la langue de la maison. Et c'est que après que j'ai compris en fait que non, c'était une langue à part entière, une culture à part entière, et que tout le monde n'avait pas forcément cette double culture. Mais oui, complètement. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu en parlais fièrement ou est-ce que finalement tu le cachais un peu J'ai d'abord passé mon enfance, comme je crois beaucoup d'enfants qui ont grandi entre deux cultures, à vouloir plutôt me conformer. Ça ne veut pas dire que j'avais honte du Vietnam, mais plus que je me disais... Ok, c'est un environnement qui est celui de la maison. On va au Vietnam voir ma famille l'été. C'est autre chose. Là, je suis en France. Il y a une culture qui est une culture légitime. C'est celle-là que je dois apprendre. Donc, sans forcément que ce soit quelque chose que je veux cacher, c'était en tout cas quelque chose que je cherchais pas à investir, à travailler, à réfléchir.
Je me disais juste, c'est là et c'est comme ça. Oui, et puis c'était ton cercle privé finalement. Après, il y avait le cercle public et l'école, les amis, les profs, quoi. Et puis il y a vraiment cette idée de culture légitime qui est une expression qui résume bien, je pense, c'est dingue, ce que je voyais avec la culture française, surtout la cuisine. En France, on a ce soft power français autour de la gastronomie. Le repas à la française est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il y a ces grands restaurants, ces grands chefs. Il y a quelque chose de légitime parce qu'on en parle, c'est dans les livres, c'est dans la culture officielle. Ouais. Et à côté, le Vietnam, je me disais, c'est plus ce qu'il y a quelque part dans notre vie à nous, familiale. Je voyais pas ça plus que ça comme quelque chose de digne d'intérêt. Ah, c'est dingue, hein. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé parce que je me rends compte que c'est hyper important de cultiver ses origines, qu'il y a des passerelles à faire, que ça raconte des récits. Ouais. Mais en grandissant, et sans forcément parler de cuisine d'ailleurs, je voyais plus la culture, mais même la littérature, comme d'abord un socle qui est celui de la France et de ce qu'on apprend à l'école. Oui, et pourtant la France, c'est son melting pot aussi qui fait ce qu'elle est, quoi. Enfin, et chaque culture est légitime, en fait. C'est ça. Donc c'est fou, ouais. De le ressentir comme ça, je l'avais jamais entendu de cette manière. Oui. Et comment ça se passait à l'école, d'ailleurs? Est-ce que tu mixais, toi, le français, le vietnamien, ou est-ce que ça se passait bien et tu étais bonne élève? J'ai plutôt été bonne élève. J'ai adoré apprendre, écrire énormément, rendre mes devoirs, limite à faire ce qu'on te demande pas forcément, mais les carnets de vacances l'été. Les passeports. Voilà, c'est ça. Donc j'ai vraiment eu ce goût de l'école, en tout cas primaire et collège. Après, un peu plus tard au lycée, j'ai été aussi une ado qui aimait bien sortir, qui aimait bien être avec ses amis, partir en vacances avec ses amis. Dans mes jeunes années ensuite d'étudiante, j'ai beaucoup aimé aussi faire la fête. Ouais. Donc, je pense que c'est un moment où j'ai été moins scolaire. Ouais. Mais t'as appris d'autres choses. Mais malgré tout, j'ai toujours eu ce truc avec l'école de trouver que c'était un environnement où t'apprends et c'est trop bien parce que c'est formateur. Ouais. Et du coup, tu savais ce que tu voulais faire à ce moment-là? T'arrives au bac, tu sais très bien d'ailleurs, est-ce que tu fais un bac S, ES, L Pas vraiment à ce moment-là, parce que je vois un peu ma vie comme, à cette époque-là, comme un entonnoir. C'est-à-dire que je voyais pas exactement un métier, mais je me disais, je vais avancer progressivement en éliminant les choses que j'apprécie pas trop, les disciplines que j'apprécie pas trop. Ouais. Puis il y a un moment où je vais forcément retomber sur mes pattes. Et donc pendant un moment, je me disais, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup quand une histoire ou des histoires en racontent d'autres, en éclairent d'autres. Des petites histoires racontent la plus grande histoire. Ouais. Et comme j'aimais aussi déjà beaucoup lire et écrire, après le bac, donc après un bac ES, que j'ai beaucoup aimé pour les cours de sociologie, par exemple, je me suis dit, je vais continuer dans ce que j'aime le plus, c'est-à-dire, allez, on va continuer à lire et écrire. Et je suis partie en Hippocagne, en classe préparatoire littéraire. Et finalement, le journalisme, c'est arrivé que après, parce que en listant un peu comme ça les choses que j'aimais bien, je me suis dit, ok, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup le temps présent aussi. Est-ce que finalement, le journalisme, ce serait pas une manière de faire de l'histoire, mais du temps présent? C'est-à-dire restituer énormément ce qui se passe, analyser, rendre compte de ce qui se passe sur une actualité plutôt chaude et essayer du coup de mettre de côté je pense que le mot restituer il est assez important, de regarder ce qui se passe, de faire un pas de côté et d'essayer de donner la parole à des gens qui font cette actu et d'essayer de mettre de côté aussi des informations qui pourraient nous éclairer sur ce qui est déjà en train de se passer et qui est en train de devenir un passé plutôt le passé du court terme. Ouais. Un peu comme un travail en fait d'histoire, mais du présent, mais d'aujourd'hui. Ouais, c'est canon. Ça, t'y penses au moment de la prépa ou plus tard?
Un peu au moment de la prépa, un peu au moment de réfléchir du coup à préparer les concours à Sciences Po. Là, je me dis, c'est peut-être une piste. Mais à ce moment-là, je me disais pas non plus, c'est forcément ça. Je me disais, on tente et on verra. Okay. Je savais pas d'ailleurs si je voulais faire plutôt de la presse écrite ou de la radio ou de la télé. Ouais. Tu vois, toujours un peu dans ce truc un peu on avance comme ça et on élimine des plans. Ouais, c'est très rationnel. Comme ça. Mais tu connaissais des journalistes dans ton entourage ou autre? Parce que moi, je sais qu'à l'époque, j'en connaissais pas du tout, donc c'était pas un projet qui était identifiable parce que c'était pas très concret pour moi, le journalisme. Est-ce que pour toi, ça l'était à ce moment-là? Alors, à l'époque, surtout, ce que je faisais, c'est que j'avais mon abonnement, justement, payé par mes parents au Monde diplomatique. Donc, j'avais des noms comme ça de journalistes dont j'appréciais la plume. Mais genre Serge Halimi, Alain Grèche, des gens que j'aimais lire. Mais j'avais pas non plus de modèle. Ouais. Je me disais pas, là, il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui pourrait ressembler à ce que j'ai envie de faire. Ouais, c'est ça. Pendant très longtemps, d'ailleurs, du coup, j'avais plutôt des modèles, presque des modèles inatteignables. C'est-à-dire que je me disais, les sujets journalistiques qu'on traite, ils doivent être super compliqués, ils doivent être un peu lointains pour être dignes d'intérêt. Ah ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je me disais, en fait, un peu comme dans un prolongement de ce qu'on pourrait se dire quand on fait une thèse, je me disais, les sujets sérieux, les sujets dignes d'intérêt doivent être un peu loin de soi. Ouais, et en gros, c'est que en faisant que j'ai réalisé en fait que parfois les sujets les plus proches de soi, et en l'occurrence pour moi l'alimentation, les sujets presque qui nous paraissent tellement simples parce qu'ils sont déjà en nous, parce qu'ils nous animent, et c'est peut-être ceux-là qu'il faut choisir parce que c'est ces sujets-là qui vont nous permettre de les faire bien. Ouais. Et j'avais un peu ce truc, oui, au début, de croire que si c'est trop proche de soi et si limite on aime un petit peu trop les lunettes qu'on met pour lire nos sujets, c'est que c'est pas un vrai sujet. Mais j'ai l'impression que c'était pas du tout encouragé, en fait, à l'époque. J'ai l'impression que c'est assez récent, en fait, qu'on accepte de dire plus c'est proche de toi, plus ça parlera à tout le monde aussi. Enfin. Oui, parce qu'entre-temps, on a beaucoup plus mis en avant aussi la légitimité de la parole des concernés. En disant, si ça te concerne, si tu vis les choses à 2000% parce que tu parles d'un certain point de vue, c'est ça qui va apporter aussi de la légitimité à ta démarche. Et tu es de fait spécialiste de ce sujet parce que, soit parce que tu le vis, soit parce que tu le connais bien, parce qu'il est proche de toi. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'à l'époque, dans les cours de journalisme notamment, on parlait aussi beaucoup d'une sorte de neutralité rêvée. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose dont je reviens personnellement énormément, beaucoup. Ouais. J'en reviens. Je le dis aussi aux étudiantes que j'ai face à moi. La neutralité, c'est toujours la neutralité des dominants. L'objectivité, elle ne sert que à un discours finalement de personnes qui peut revendiquer une neutralité parce qu'en fait, elle aurait déjà pas mal de privilèges. Ouais. Et en fait, finalement, on n'est jamais exactement objectif. On parle toujours d'un point de vue et c'est beaucoup plus honnête d'admettre ce point de vue, de dire voilà, moi j'ai grandi à tel endroit, j'ai fait telles études, j'ai tel prisme, je vois le monde du coup avec ces lunettes-là et c'est pour ça que je produis ce genre d'écrit ou ce genre de regard, d'analyse sur les choses. C'est un peu ma boîte noire, quoi. Je pense qu'il y a une sorte aussi parfois de mirage qui est celui de croire qu'on peut être à peu près objectif quand on donne un petit peu la parole à sa droite, un petit peu un petit peu de la parole à gauche, et du coup voilà, on atteindrait soi-disant une espèce d'équilibre qui va vers une vérité. Et il me semble que ça, c'est des outils théoriques qui sont assez dangereux quand on les emploie comme ça, parce que ça donne l'impression qu'en fait, on peut toucher facilement comme ça une réalité. Et moi, finalement,
quand j'ai fait mes études, maintenant ça remonte, c'était il y a peut-être une quinzaine d'années, quoi. Mais on pouvait encore, dans les rédactions, dire ah oui, on va essayer d'être dans cette objectivité-là. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on le fait un petit peu moins parce que on accepte un peu plus l'idée que en fait, déjà, le monde médiatique, avec sa bolloréisation, va de plus en plus à droite. Que du coup, si tu te contentes vraiment de prendre un petit peu à droite, un petit peu à gauche, tu resteras peut-être quand même à droite. Ouais, complètement. Donc, je pense que parfois, il faut oser dire qu'il y a des partis pris, qu'on peut être dans des formes engagées de fabrique de l'information, et que ça ne veut pas dire qu'on va être dans un plaidoyer, qu'on va vachement militer. On peut essayer de laisser la parole, laisser aux gens, au public, la possibilité de se faire son avis, mais qu'il faut quand même se méfier, pas se gargariser d'une objectivité et se dire nous, regardez, on livre quelque chose d'objectif. Moi, par exemple, j'estime livrer un travail qui est engagé, sans forcément vouloir mettre les mots dans la bouche des gens. Ils sont là pour faire leur avis à eux. Mais dans les sujets que je choisis, j'estime que j'opère déjà un choix. Et que je dois une honnêteté intellectuelle aux gens qui me suivent, qui me lisent, qui m'écoutent, de leur dire. Ouais. Et le choix est clair, quoi, en fait. Ton choix est clair. Et ton objectif aussi dans ce que tu amènes, finalement. Oui, c'est ça. Et donc, pour revenir aux études et justement à ce moment où tu décides d'être journaliste, tu le décides en sortant de prépa ou justement tu fais les concours d'école Comment ça se passe ? Alors, j'ai bien retenu qu'il fallait bien parler devant le micro. Alors, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que du coup, j'intègre un Master 2 qui s'appelle Métier du journalisme, métier avec un S, direct. À Sciences Po Lille. Okay. Après, alors pas direct après la prépa lettres, mais quelques années après la prépa lettres. En gros, après la prépa lettres, je fais une licence de Sciences Po. Ok. Une année Erasmus en Italie aussi. Où ça, en Italie ? Dans le nord de l'Italie, wow. Dans le Trentino. Ah là là. Voilà, c'est une année que j'ai vraiment adorée. Et ensuite, après, en revenant en France, donc, je fais ce fameux master. Okay. Et là, oui, c'est une espèce d'un coup d'alignement des astres dans mon esprit. Je me dis, c'est génial, en fait, c'est bon, j'ai trouvé. Je peux faire un métier qui me permet d'aller voir plein de gens et de leur poser plein de questions, et qui, du coup, nourrit ma curiosité, avec une espèce de bonne excuse. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais poser des questions par curiosité aux gens. Ouais. Mais là, d'un coup, si c'est pour un article, il y a un cadre. Tu vas voir les gens, tu les interviews parce qu'à la fin, tu vas produire quelque chose. Et ça, je trouve ça hyper excitant, même dans les premiers mois de ces études à Sciences Po, quand on nous disait, même dans un cadre juste qui est celui de presque un cadre fictif, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas vraiment encore journaliste, on apprend, quoi. Mais quand un prof nous dit, là, vous allez faire le portrait d'un tel, un reportage à tel endroit, je trouve ça, à ce moment-là, génial d'aller voir les gens et qu'ils soient tenus un peu, bien sûr ils ont le droit de dire non, mais qu'en tout cas ils jouent le jeu parce qu'à la fin ils savent qu'en tant qu'étudiants, nous on va produire quelque chose. Ouais. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Et surtout t'as ta place là pour poser les questions à cette personne. Ouais, et c'est ça. D'un coup ça te donne une bonne raison d'aller alpaguer des gens dans la rue. Alors, et pourtant j'ai fait des trucs... c'était des micro-trottoirs sur la Grand Place à Lille. Que pensez-vous de la braderie qui va arriver Alors, est-ce que vous pensez que le tas de moules cette année va dépasser celui de l'année dernière ? C'est assez léger. Mais à l'époque, quand même, je trouve ça méga enthousiasmant et excitant, quoi, d'être dans la rue comme ça et de pouvoir aller voir les gens. Ah, mais c'est clair. Et surtout, pour parler de ce mot-là, je pense que ça donne une légitimité, en fait, de le faire, quoi. Oui. D'avoir ton micro, ta caméra. Est-ce qu'à ce moment-là, les micro-trottes, tu les filmais, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il y avait un peu déjà de la vidéo, il y avait aussi plutôt l'exercice de la radio, donc tu pars avec ton Tascam, et puis sinon tout simplement aussi l'écrit. Et à ce moment-là déjà, il se passe chez moi une petite préférence pour le journalisme de presse écrite. Bon, déjà parce que comme je te le disais, j'ai toujours aimé écrire. Ouais. Donc j'aimais bien ce côté être sur le terrain, emmagasiner un maximum d'informations et puis après revenir au calme pour reprendre ses notes et réfléchir à ce que tu vas mettre ou pas dans tel ou tel ordre.
J'aimais bien ce côté petit sas de réflexion. Genre, ok, j'ai été dans le bain là, et maintenant, qu'est-ce que je garde ou qu'est-ce que je garde pas? Ouais, de laisser infuser un peu. Voilà. Et puis très tôt aussi, à ce moment-là, j'ai été, mais probablement parce que je lisais à l'époque des textes qui en étaient critiques, mais je n'étais pas intéressée pas trop par la télé. Ok. Mais en tout cas, peut-être la télé, un type de télé. C'est-à-dire, je lisais par exemple la critique de Bourdieu sur la télévision, qui disait qu'il fallait se méfier des simulacres de débat, justement toujours avec cette histoire de... On met quelqu'un qui pense à gauche, on met quelqu'un qui pense à droite, on met quelqu'un qui pense tout noir ou tout blanc. Et puis ensuite, on se dit, il se passe quelque chose. Et en fait, la plupart du temps, il se passe rien. Ouais. Parce que chacun est à son niveau comme ça de discussion. Et personne ne se rencontre vraiment. Il n'y a pas d'échange. Voilà, c'est ça. Et il y a un simulacre de débat, tout le monde s'enlève les mains, parce que sur le moment, on a l'impression qu'on a créé un moment de télé, alors qu'en fait, non. Donc moi, j'avais un peu peur de ce moment-là. De ce mode-là. Je me disais, comment on peut comment on peut produire de la vidéo de manière intelligente? Bon, au final, maintenant, j'en reviens aussi parce que je vois qu'il y a des choses beaucoup plus, subtiles qui peuvent se faire à la télé. Il y a des reportages et documentaires qui peuvent être hyper bien aussi. Mais à l'époque, je me dis, l'écrit est peut-être ce qui permet de tomber, d'éviter le moins possible de tomber dans ces écueils-là. Et surtout, à l'époque, il n'y avait pas encore le podcast aussi. Ouais, mais c'est clair. Le podcast et même les réseaux sociaux où vraiment chacun a décidé de s'exprimer. Voilà. Et le podcast qui permet aussi, tu en es la preuve avec ce que tu proposes là, des discussions sur le temps long, de rentrer vraiment dans des subtilités, dans des anecdotes plus ou moins longues, de prendre le temps sans être vraiment bousculé par un rythme. Exactement, par une ligne éditoriale ou par des pubs ou par... Voilà. Et donc, c'est pour ça il y a un truc quand même assez excitant avec... Donc, je l'ai dit, il y a quand même la bollorisation, ça c'est dramatique des médias. Mais derrière ça, sur ces dernières années, il y a aussi eu plein de nouveaux formats qui sont nés. Et ça fait partie des choses, je pense, qui sont excitantes. C'est que chacune a pu... investir des nouvelles manières de faire de l'info. Ouais. Parfois dans son coin, parfois au sein des équipes, parfois en inventant d'autres formats au sein de médias déjà installés. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas spécialement vu venir à l'époque où, en tout cas, moi, je faisais mes études. On nous disait, il y a la spécialité télé, presse écrite ou radio, et puis il fallait choisir et c'est tout. Ah, sérieux? Et pas espérer pouvoir faire un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Ah, donc là, à la fin du master, ils te disent alors qu'est-ce que ce sera? Et presse écrite, voilà, télé, c'est ça. Donc après, moi, un peu plus tard, j'intègre une autre école qui s'appelle l'Institut pratique du journalisme. Okay. Je fais ça, du coup, en me disant je veux faire de la presse écrite. Okay. Et j'avais quand même des profs à l'époque qui me disaient, des profs de radio, qui me disaient ah non, mais t'as une voix radio, il faut que tu fasses de la radio. Mais moi, je me voyais pas plus que ça faire de la radio. Et à l'époque, le podcast, c'était vraiment très, très balbutiant. On est en quelle année, là, à peu près? Alors, attends. En quelle année? Est-ce que c'était en 2012? Ça devait être ça. Ça me semble pas mal. C'était fin 80, bac plus master. Ouais, c'est ça. 2010 commence mon apprentissage à l'IPJ et j'en sors en 2012. Ok. Ouais, c'est ça. Et là, le podcast même existait déjà à ce moment-là? Mais non, même pas en fait, je crois. Ouais. Ou alors c'était des replays radio. Oui, voilà, ce qu'on appelle du coup les émissions que tu peux réécouter, quoi, mais qui, je crois, ne s'appelaient même pas spécialement podcast à l'époque. Ok. Ouais. Et donc après, ça a été un bonheur quand plus tard ce format-là s'est mis à exister et que j'ai pu renouer quand même avec ce plaisir que j'avais découvert à l'école du micro. Mais en même temps, continuer aussi à écrire des articles ou alors même à écrire des textes que je pouvais lire au micro en préambule d'interviews que je pouvais ensuite faire
dans le cadre du podcast. Génial, parce que du coup, à l'école, donc ton professeur te dit que tu as une voix de radio. Tu fais de la radio, du coup, pendant les cours? Ouais, un petit peu, parce qu'on faisait un petit peu de tout. Donc, okay. Oui, j'avais quelques profs qui me disaient t'as une voix qui est bien, que t'arrives bien à poser. Peut-être que c'est quelque chose que tu pourrais essayer de travailler. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens avoir été un peu vexée qu'on m'encourage plus vers la radio, parce que je voulais tellement faire de la presse écrite. Ouais. Je me disais, mais si on m'encourage vers la radio, est-ce que ça veut dire que parce que j'écris pas si bien que ça, et que du coup il faut juste que je prenne ce truc-là que j'ai même pas spécialement choisi, qui est juste ma voix. Je trouvais ça un peu mais c'est dingue comme on réagit dès qu'on a un compliment en fait sur quelque chose, on se dit que c'est au détriment d'autres choses chez nous. Voilà, c'est ça. Je dis, mais quoi, ça veut dire que derrière là vous n'êtes pas convaincu de ma plume, qui elle est une chose que je travaille, qui me ressemble plus que ma voix. Ouais. Oui, alors que je pense qu'il voulait juste t'aiguiller un peu et te dire, au cas où, si tu te poses des questions, pas beaucoup de gens ont une voix de radio et tu as une belle voix pour la radio, quoi. Mais ça voulait pas dire, mais par contre, tes écrits sont pourris, quoi. Ouais, non. Bah ouais, certainement. Ouais. Mais bon, dingue. Je pense que quand t'es plus jeune et que bien toi-même sûr. Tu te cherches et que t'es pas sûr du tout de ce que tu veux faire, tu doutes. Ouais, non, mais c'est clair. C'est des périodes de doute aussi. C'est clair. Et les sujets que tu explorais à ce moment-là, à l'école, est-ce que c'est toujours des sujets imposés ou est-ce que toi, tu commences à les choisir ? Comment ça se passe là-bas ? Alors, à l'école, il y a quand même des exercices qui sont presque des exercices de style, donc le micro-trottoir, le portrait. Donc, on va dire que dans ces cadres-là assez balisés, déjà, il y a quelque chose qui se dessine un peu spontanément dans ce que je veux faire, qui sont les sujets de société. Je me souviens qu'à l'époque, je suis entourée de gens qui ont des envies un peu différentes, et il y en a certains qui veulent absolument faire plutôt du journalisme sportif, d'autres qui adorent la culture, d'autres qui aiment bien l'actu chaude aussi, qui aiment bien ce truc-là qui va très vite, de suivre la politique, de suivre ouais, c'est ça, la politique au sens l'actu chaude, des lois qui se discutent, des sorties des sorties de politique au sens politique politicienne. Ouais. Et moi, je me rappelle que, et c'est pour ça que ça aide beaucoup, je trouve, d'être entouré de gens qui ont des envies claires, parce que du coup, tu te dis, ok, je vois qu'eux, ils ont ces envies-là, et ça me permet en miroir de me rendre compte que moi, pas du tout. Parce qu'au début, tu sais pas forcément toujours ce que tu as envie de faire, mais en te comparant à ce que d'autres ont l'air de vouloir faire, tu dis, bon, bah, ça m'apporte quand même une information. Je ne vais pas spécialement faire ces choses-là. Et du coup, qu'est-ce que je veux faire ? Et ben moi, visiblement, ce qui m'intéressait déjà à l'époque, c'était de réfléchir à comment des histoires de l'actu plus ou moins chaude peuvent raconter sur notre époque. Et je comprends peu à peu que ça s'appelle déjà pas de l'actu chaude, mais de l'actu plutôt tiède, ou plutôt magazine, ou plutôt froide même. Je comprends ça. Je comprends que le rythme que j'aime, c'est plutôt ça. C'est le pas de côté qui va raconter sur le temps présent. Et je comprends ensuite que la rubrique que j'aime, c'est la rubrique société. Et alors, une fois qu'on a dit ça, bah, société, c'est une vaste rubrique, parce que en société, on peut faire un petit peu d'environnement. On peut faire quand même de la politique. On peut traiter aussi de féminisme, on peut traiter un peu d'alimentation. Ouais, c'est très ouvert. C'est un peu tous ces fils-là qu'on peut tirer. Ouais. Donc, dans les premières années de mon travail, j'ai surtout tiré un petit peu de ces fils au petit bonheur la chance, sans forcément me dire j'ai une spécialité. Donc, j'ai travaillé au Parisien pendant la COP 21 sur des sujets plutôt d'environnement. Okay. Mais j'ai aussi, un peu plus tard, travaillé chez France 24 sur des sujets plutôt de nouvelles technologies. Il n'y a rien à voir. Ouais. Mais toujours avec ce recul sociétal. Voilà. Toujours en me disant, la COP 21, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de regarder exactement les négociations des pays, mais plutôt ce que l'écologie dit de notre époque, qu'est-ce que notre regard raconte aussi de notre manière de vivre sur Terre, de notre manière de nous alimenter.
en quoi ça change d'un pays à un autre. Voilà, j'aimais bien ce temps-là qui était plus le temps long. Ouais, et pareil pour l'environnement. Ouais, ça permet aussi d'interroger le lecteur et de le faire réfléchir, quoi. Ouais. Sur des sujets actuels. Pour moi, la COP21, c'était un sujet chaud, mais justement de prendre ce recul sur qu'est-ce que ça veut dire en fait derrière, quoi. Oui, c'est ça. Comment on interroge nos modes de vie et du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur ce qu'on est prêt à faire comme effort sur ce monde qui clairement brûle. Et en même temps, on continue à être là, donc ça veut dire qu'on continue d'une certaine manière à croire qu'un futur est possible, qu'on se lève tous les matins parce qu'on a envie aussi que le monde aille mieux, le fait de faire des enfants, le fait de faire des lois, le fait de se battre, c'est des manières de jeter aussi de l'espoir comme ça vers le futur et en même temps quel mélange il faut avoir entre l'espoir que tu as et la sonnette d'alarme, parce que si tu es trop dans un cocon où tu te dis ça va forcément aller, parce que de tout temps les hommes comme s'en sont sortis. Voilà, c'est ça, pour reprendre une phrase qui est vraiment celle des dissertes du lycée, voilà. Et en même temps, à quel moment faut aussi se dire non mais en fait là il y a quand même aussi une urgence. Voilà, ça, c'est des sujets qui m'ont vraiment passionnée aussi, donc autour de l'environnement. Les nouvelles technologies, c'est pareil, en fait. Les nouvelles technologies, soit tu prends ça sous la lorgnette de vraiment très high-tech, des produits qui sortent, des keynotes de Apple, voilà, parce que c'est une manière aussi de parler de nouvelles technologies. Soit tu parles aussi en élargissant un peu la focale des nouvelles technologies au sens de ce que Internet a permis en termes de libération de la parole, mais ce que Internet aussi a accéléré en termes de harcèlement. Ouais, complètement. Moi, j'ai l'impression, quand j'avais la vingtaine, qu'on disait encore la vraie vie, sous-entendu la vie hors des écrans, et sous-entendu aussi que les écrans, c'est la fausse vie. Ouais. Aujourd'hui, on emploie un peu moins cette expression parce que nos écrans sont tellement partout qu'ils ont bien sûr une incidence sur la vie et qu'ils sont la vie. Ouais, mais surtout de responsabiliser les gens sur le fait que c'est la vie. Et voilà. D'harceler quelqu'un, en fait, digitalement, c'est un harcèlement dans le monde réel, en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait partie du monde réel. Et donc, c'est aussi des questions philosophiques que j'ai trouvé hyper passionnante avec le monde numérique. Ouais. Et là, c'était pour France 24, c'est ça que tu faisais ça ? C'est ça. Pour la télé. Alors, pour le web de France 24, parce qu'il y a pas mal de sites qui sont et de rubriques qui sont sur France 24, mais on allait aussi de temps en temps à l'antenne pour défendre nos sujets. Ok. Sur France 24. Ça va, ça t'a plu ? Ça m'a plu aussi comme exercice, ouais, même si c'est un exercice assez rythmé, dans le sens où... En gros, ce qui se passait, c'est que parfois, on faisait donc nos enquêtes pour le web, et de temps en temps, il y en avait une qui sortait du lot selon l'équipe télé. On était invités à aller la présenter, mais potentiellement en moins de 5 minutes. Ouais. Donc, il fallait vraiment se préparer à mettre un peu en ordre ses idées pour être sûr de raconter le truc comme il faut, face cam. Ouais, le stress, quoi. Ouais, ça, c'était encore une autre vie. Donc, j'ai quand même eu pas mal de vies différentes en termes journalistiques. Ouais, c'est clair. Et à ce moment-là, du coup, j'imagine France 24 et Le Parisien, tu habitais à Paris à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ok. C'était du coup, il y a quelques années, parce que maintenant, j'habite à Marseille depuis 4-5 ans. La fille du Nord est partie dans le Sud. Ouais, exactement. Mon copain, il dit souvent un truc qui me fait rire et je pense que moi aussi, j'ai un peu ce truc-là. Parce que lui aussi, il a grandi dans le Nord. En fait, il dit qu'on parle souvent de capitale soleil, que lui, il a un capital grisaille qui est largement entamé et que du coup, il a besoin maintenant de vivre au soleil. Et j'avoue que moi, c'est un peu pareil aussi. C'est-à-dire que donc j'ai vécu à Lille, c'est là que j'ai grandi. J'ai vécu une dizaine d'années à Paris. Et maintenant qu'on est à Marseille, où tu as toutes ces lumières dans le ciel, toutes ces couleurs, je me rends compte que ce serait très très difficile pour moi de revenir un peu plus en haut. Mais vraiment, toute l'histoire de ma vie, j'ai l'impression, c'est de descendre un peu plus au sud. C'est dingue, hein. Lille, Paris, et puis maintenant Marseille. Quel sera le prochain ? Voilà, ça se trouve, je vais être une retraitée corse.
On ne sait pas. Oh, je peux te le souhaiter. Hein. Je pense que c'est pas désagréable. Mais et du coup, quand tu vivais seule, j'imagine même étudiante et ensuite les premiers boulots, là je reviens juste un peu à la cuisine. Est-ce qu'à ce moment-là tu cuisinais ou t'allais au resto ou comment ça se passait? Ouais, la cuisine, ça a toujours une place quand même méga importante. C'était un poste de dépense, même dans les jeunes années où tu gagnes vraiment pas beaucoup. Moi, je préférais m'acheter de la bonne bouffe que de m'acheter des fringues. D'ailleurs, il y a un peu 3 postes de dépenses, je trouve, dans la vie qui semblent toujours OK pour moi. C'est la nourriture, les livres et les plantes vertes. Oh. J'ai l'impression que c'est un endroit où, même si tu craques ton slip un peu dans ces dépenses, c'est OK. Parce que pourquoi? La nourriture, en particulier quand elle est partagée, parce que voilà, tu te remplis de quelque chose qui te fait du bien sur le moment, mais qui aussi, quand tu le choisis bien, te fait du bien sur le long terme. Bien sûr. Et quand tu le partages avec quelqu'un, avec des gens, au-delà de ça, reste un souvenir aussi, au-delà de l'ingestion. Et tu te nourris même de bonnes énergies, en fait. Voilà. Les plantes, parce que c'est beau, tu les arroses, elles sont chez toi. C'est du vivant que tu ramènes, du végétal, du vivant que tu ramènes chez toi. Et les livres, parce que c'est comme des petites fenêtres sur le monde. Donc vraiment, c'est 3 trucs où... même quand je devrais dépenser moins, si je reviens chez moi avec des nouvelles plantes et des bouquins en plus et un pot d'une confiture que j'aime bien, je me dis c'est OK, c'est pas des mauvaises dépenses. J'adore cet état d'esprit. Ouais. Et tu cuisinais beaucoup? Alors, je cuisinais, mais j'ai aussi beaucoup aimé ce truc quand j'avais plus la vingtaine, de la cuisine débrouillée. Ouais. J'ai beaucoup de potes, tu vois, quand ils m'invitent chez eux, qui me disent, alors même que je ne suis pas chef, qui me disent je suis en stress, j'ose pas te cuisiner un truc, j'ai peur de pas être à la hauteur. Et alors qu'en fait, il y a beaucoup de fois où je cuisine des choses extrêmement simples chez moi, où je fais plus de la cuisine d'assemblage, c'est-à-dire que je vais assembler des produits que j'aime bien et voilà. C'est pas parce que j'aime beaucoup la chose alimentaire, le fait alimentaire, que je vais passer des heures à mettre les petits plats dans les grands. Quand je reçois et que je veux faire plaisir à mes amis, oui. Mais au quotidien, j'aime aussi énormément faire mon petit marché, revenir avec certains produits que j'aime. Et ensuite, je trouve ça royal aussi quand tu peux compter sur des condiments qui vont un peu tout rehausser. J'ai 2-3 huiles d'olive à la maison qui sont magiques. Retour de marché. En plus, on a un marché qui est extraordinaire à Paris, qui est le... à Paris. À Paris. Pourquoi je dis à Paris? Je dis à Paris parce qu'on est à Paris. Je me suis dit génial. Non, pas du tout. Elle déraille. La dame déraille. La dame est fatiguée. Elle sort du train. Du train de Marseille. Merci d'être venue direct. Oui, non, je pensais au marché comment il s'appelle ce marché du cours Saint-Julien. Du cours Julien, pardon. Je mélange tout. Du cours Julien. C'est un marché de petits producteurs et productrices. Et les produits sont méga... savoureux. Ouais, donc t'as pas grand-chose à faire, quoi. Ouais, il y a un brocoli, normalement, tu vois, je savais pas que j'aimais autant le brocoli. Je le prends toujours à la même dame. Je le fais vaguement rissoler avec avec une gousse d'ail. Et hop, cette fameuse huile d'olive, toscane. Et c'est genre un régal, quoi. Ah là là. Et donc même quand j'étais plus jeune, j'aimais aussi ce truc de simplicité, alors même de un peu débrouille. Ouais. J'avais toujours chez moi des croissants, mais des croissants même tu vois des croissants de la veille. Et j'aimais bien me dire comme ça je peux me faire des croissants avec un peu de mon fromage que j'aime bien et puis un peu tu vois, au four. Donc tu faisais déjà les croissants sandwich qu'on voit maintenant dans les coffee shops. On peut le dire, voilà. Ouais, tu faisais du pratique, mais toujours des bons produits, en fait. Quoi. Ouais, d'avoir une bonne base. Après, je te cache pas que j'ai aussi acheté, tu sais, au Franprix, les 3... comment ça s'appelle déjà? Les
les poivrons tricolores, le sachet là. Ça, je l'ai plus acheté depuis des années. Mais quand je le vois, à 99 centimes là, j'ai une sorte de tendresse pour ce truc parce que je l'ai beaucoup fait quand j'étais stagiaire à Paris, parce que d'un coup, c'est un moyen de mettre des couleurs différentes dans ton assiette et t'as l'impression de faire quelque chose de bien pour toi, de bien pour ta santé. Oh. Donc non, soyons honnêtes, j'ai aussi cuisiné vraiment des brouilles comme ça avec des produits un petit peu à l'arrache, à mettre de la sauce magie sur des petites poêlées Picard parce que je rentre de soirée, qu'il est 23h, que j'ai bu des bières et que là j'ai envie de me faire un petit truc rapide à manger. Quoi. Non, on l'a tous fait. Et encore, moi je passais pas les légumes à la poêle en rentrant de soirée. Mais c'était la vieille pizza froide dans le frigo. Enfin. Ouais. Parce que c'est ça aussi, manger, et c'est pour ça que j'aime bien être dans cette attitude décomplexée. Je pense vraiment, je suis autant capable de mettre 3 heures en cuisine pour faire plaisir à mes proches que être à mon bureau à Marseille, rendre mes articles là comme ça et ne pas avoir beaucoup de temps et du coup ouvrir un paquet, comment ça s'appelle, de harengs fumés, parce que j'aime beaucoup ça. Et avec quelques petits légumes à manger rapidement, ou alors un sandwich, ou j'adore les kebabs aussi, c'est un truc, une fois par mois, j'ai ce sursaut là, je me dis, ah oui, c'est le moment où j'ai envie d'un kebab, visiblement, où je me lève le matin, c'est une envie qui me cueille au saut du lit. C'est dingue. Me dis, mais il faut que je me mange un kebab aujourd'hui. C'est le jour du kebab. Ouais, ça peut même arriver plusieurs fois dans le mois, mais souvent c'est ce truc très... c'est physique, quoi. Je me lève le matin et je me dis, il me le faut. Ouais. Et si j'ai prévu un déj avec quelqu'un, je suis capable de le décaler. Si la personne a pas envie de kebab. Ouais, a pas envie de kebab, je suis genre kebab avant le... Mais c'est bien, tu t'écoutes, quoi. Ouais, visiblement. Et c'est toujours le même kebab à Marseille ou peu importe lequel Il y a de très bons kebabs à Marseille. Enfin, pas tous, mais il y en a certains qui sont très très bons. Donc non, pas forcément un en tête en particulier, mais... Ouais, mais je te donnerai une adresse là à Paris que tu connais peut-être, mais j'ai découvert qu'ils faisaient que de l'agneau et veau, et c'est... Ah ouais. Incroyable. J'ai découvert il y a 2 semaines et je ne fais que y penser depuis. Waouh, vas-y, dis-nous. Ah ouais. Ou alors non, si tu le dis. Mais si tu le révèles. Alors c'est surtout que je sais plus exactement. C'est au tout au bout de la rue Saint-Maur et c'est à Obi, je crois. Je te le redirai ou je l'écrirai dans les notes, mais c'est incroyable. Ah c'est ouais, vraiment, d'accord. mais même la viande à picorer comme ça, elle est dingue. Ok. Voilà. Donc, pour ton prochain kebab, si t'es à Paris, je te conseille celui-ci. En fait, ce que j'adore avec le kebab, c'est que il y a vraiment ce truc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut cuisiner chez soi, mais à moins d'avoir une broche à la maison. Non, mais c'est clair. Et c'est pour ça que quand je te dis qu'il y a des matins où je me lève et que j'ai envie de ça, c'est genre irrépressible. Ouais. Je sais que j'en ai envie parce que c'est pas un truc que je vais pouvoir vaguement refaire chez moi pour assouvir cette envie. Et donc, ça devient une case que je dois cocher dans ma journée. Moi, pour le coup, c'est la nourriture vietnamienne. Maintenant, je le fais, le pho, mais que je prononce très mal, je sais. Ma marraine m'a beaucoup tapé sur les doigts. Ma marraine est vietnamienne. Tu le dis pas si mal, hein. Oui, tu m'avais parlé de... Pho. Oui, mais à chaque fois, elle me dit et je dis non, je n'y arrive pas. Au moins, tu dis pas faux ou oui, voilà, j'essaye. Ouais. Mais ça encore, je peux le faire maintenant. Mais moi, j'ai des envies de beng quan, justement, mais vraiment irrépressibles. Et ça, je sais que je pourrais jamais le faire à la maison. Donc ça, comme toi, j'annule des rendez-vous et je vais les chercher dans des bons endroits, que ce soit pas ceux de Tank Frères dans certains restos. Donc je comprends très bien. Ouais, mais c'est ça qui est beau avec certains plats, c'est que tu peux pas exactement le reproduire chez toi si tu n'as pas l'ustensile, si tu n'as pas. Et c'est vrai que des banh quan faits à la poêle, là, même si tu te motives à prendre un truc spécial crêpe ou que non, ça a besoin d'être cuit. Dans cette espèce d'immense truc en fonte avec qui cuit ensuite à la vapeur parce que tu mets le couvercle par-dessus et que tu as le truc en bois pour ensuite décoller la galette.
Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a encore des choses. Moi, parfois, je trouve que, tu vois, il y a quelques années, quand on voyageait, on faisait des week-ends avec des copains ou des copains-copines ailleurs en France, j'étais contente de revenir de ces voyages avec la spécialité locale. Ouais. Je sais pas, tu vas à Dijon, tu ramènes des nonnettes, tu vas à Marseille, tu ramènes des navettes. Et en fait, aujourd'hui, on trouve tellement plus facilement de tout, un peu partout, et en particulier dans les grosses villes, que ça enlève un peu d'une certaine saveur au voyage et aux spécialités. Non, c'est clair. Et du coup, je trouve ça, au final, plutôt précieux et poétique qu'il y ait des choses comme ça qu'on ne peut pas reproduire chez soi. Ouais. Il y a même certains plats que j'aime beaucoup manger au Vietnam et qui n'existent pas, qui ne sont pas à la carte des restaurants vietnamiens ici, parce que il y a pas les mêmes nouilles, il y a pas ci ou ça, et donc on peut pas le proposer. Ouais. Et je suis un peu à la fois dans la nostalgie de ces plats, et en même temps je me dis c'est beau parce qu'ils sont là où ils sont. Exactement. C'est parce qu'on est justement à une époque où on veut tout avoir tout de suite, et je pense que ça fait du bien aussi de pas tout de suite se nourrir dans la minute et d'être un peu dans l'envie, la projection, et puis un jour, le jour où on se retrouvera devant ce plat et de vraiment le savourer, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, à une ère de l'instantané et du tout le temps. On est peut-être aujourd'hui un peu devenus des enfants pourri gâtés de la nourriture, et donc ne pas tout avoir comme ça pour certains plats qu'on doit attendre de pouvoir savourer, c'est peut-être aussi des manières de les manger différemment une fois qu'ils sont vraiment là. Exactement, en conscience, vraiment, quoi. Ah là là, bon, revenons à tes débuts de journaliste, parce que vraiment, on aurait dû apporter à manger, en fait. C'est vrai, mais tu sais quoi, le fait de parler un peu comme ça m'a limite... Ouais, donné faim. Hein. Ouais. Du coup, on en est à... Donc, pour l'instant, on n'est pas du tout dans le journalisme autour de l'alimentation. On est donc France 24 et Le Parisien. Qu'est-ce que tu fais ensuite ? Combien de temps ça dure ? Peut-être là-bas aussi Ouais. Alors, j'y suis restée... La dernière fois, donc c'était des contrats, en particulier France 24, c'était un CDI. J'en suis partie parce que finalement le site pour lequel je travaillais, qui faisait partie de France 24, a fermé. Donc du coup, notre équipe, le contrat s'est arrêté pour toute mon équipe. Et là, je me suis retrouvée à un peu réfléchir à ce que je voulais faire de manière plus concrète. Parce que j'avais derrière moi, du coup, des expériences dans une rubrique au Parisien, dans un nouveau site, le lancement d'un nouveau site chez France 24. Donc, à ce moment-là, j'ai pu prendre un peu de hauteur par rapport à mon métier et à vraiment réfléchir très concrètement à ce qui me faisait le plus plaisir. Ouais. Et donc, j'ai décidé de revenir, en attendant peut-être de trouver un autre contrat, mais de me remettre à la pige, ce par quoi j'avais commencé juste après l'école. Ok. Voilà. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux expliquer ce que c'est la pige ? Ouais. La pige, donc, c'est quand tu es journaliste indépendante, c'est le fait de vendre un article à une rédaction. Donc, tu ne fais pas partie du journal, tu ne fais pas partie de la rédaction, tu n'es pas en contrat dans une rédaction, mais tu peux travailler avec différentes rédactions l'idéal, c'est... d'en avoir quelques-unes avec lesquelles tu travailles régulièrement, donc quelques-unes qui ont un peu ta confiance, et tu leur proposes, selon la périodicité du média, mais tu proposes des sujets, alors soit une fois par semaine, soit plusieurs fois par mois, voilà. Et quand ensuite le sujet les intéresse, on t'achète l'article. Okay. On te le commande plus précisément. Donc, d'abord, tu envoies un synopsis. C'est comme finalement quand tu es dans le milieu du cinéma, c'est assez rare de faire ton film et de le vendre. Ouais. Enfin, ça doit arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, quand même, il y a des étapes avant où tu fais un synopsis. Voilà, tu le pitches, tu le vends, tu essaies de convaincre des gens. Donc, pour un article, c'est un peu la même chose. Et une fois qu'il est validé, tu vas sur le terrain, tu le fais... Et donc, tu fais produire ton article, en fait. Voilà, c'est ça.
Et donc, ce qui est chouette par rapport au contrat fixe, c'est que ça te donne beaucoup de liberté. Tu choisis le sujet qui t'anime. Quand tu es dans une rédaction, souvent, tu vas en conf de rédac le matin et tu défends tes sujets. Mais bon, il peut aussi arriver que on dispatche des sujets et que tu te retrouves à faire des thèmes peut-être qui sont pas forcément ceux que tu préfères. Alors que quand tu es journaliste indé, tu as ce petit luxe de vraiment défendre corps et âme le sujet qui t'anime et aussi faire ta spécialité au fil de l'eau. Et moi, en fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors, j'ai proposé énormément de sujets société en commençant mes collaborations. Et en fait, au sein de ces sujets société, il y en avait certains qui revenaient un peu plus que d'autres, mais je crois que je m'en étais même pas spécialement rendu compte avant. Juste, je l'ai proposé parce que tu proposes les choses qui sont autour de toi, les sujets qui t'intéressent. Et puis, un beau jour, un peu en dézoomant, tu réalises qu'en fait, tu as été plus dans une direction qu'une autre. Et cette direction, ça a été celle de l'alimentation. Il y a un truc que je trouve génial avec l'acte de manger, c'est que c'est à la fois l'acte de manger, un besoin physiologique. Tout le monde a besoin de manger plusieurs fois par jour pour survivre. Et en même temps, c'est aussi un acte culturel, c'est-à-dire que on ne le fait pas de la même manière, tous autant qu'on est, et on ne le fait pas de la même manière d'un bout à l'autre de la planète. Ouais, c'est clair. Donc du coup, ça devient une loupe qui est assez exceptionnelle pour raconter qui on est à travers toutes nos identités multiples. C'est à la fois incroyablement banal de dire j'ai mangé ce matin, j'ai mangé ce midi. Et en même temps, parce que c'est banal, ça nous concerne tous. Et on va le faire de manière méga différente selon nos héritages familiaux, selon nos croyances, selon nos convictions politiques. Et en fait, quand on y réfléchit, ils sont assez rares, ces actes-là, qui relèvent à la fois du besoin physiologique et en même temps du geste culturel. Il y en a pas tant que ça. Ouais, c'est vrai, c'est dingue, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, finalement, comme ça, qui soit physiologique et culturel? Ouais. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport, par exemple, au fait que ce soit un besoin physiologique, respirer, par exemple, c'est une nécessité pour survivre. Mais respirer, on le fait tellement qu'on s'en rend plus compte. On se dit pas spécialement « je respire ». Qu'on n'en parle pas, quoi. On n'en parle pas parce qu'on respire tout le temps. Ce qui est bien avec la nourriture, c'est que y a un début, il y a une fin. Il y a des moments où on mange. Et du coup, il y a des événements. Manger, c'est toujours un peu un événement. C'est plusieurs événements dans la journée. Il y a, du coup, des unités de temps, des unités de lieu. Et ça aussi, ça permet de se pencher sur une petite lucarne pour observer ce qui se passe exactement. Ouais, c'est un choix, en fait. Le choix de quand manger, quoi manger et où manger. Voilà. Et avec qui. Et d'ailleurs, ne pas manger aussi, c'est intéressant. Ça, parce que moi, ce qui m'intéresse avec l'acte de manger, c'est l'alimentation de manière générale, c'est notre rapport à l'alimentation. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le côté acte de manger plutôt que journalisme culinaire. Parce que journalisme culinaire impliquerait surtout les moments où on va au restaurant, les moments joyeux, les moments en fait où c'est de l'ordre du loisir, où on va voir des chefs. Moi, j'aime dans l'acte alimentaire évidemment tout ce qu'on vient de citer, mais aussi les moments où le disque s'enraye, les moments où c'est compliqué, les moments où il y a des troubles du comportement alimentaire, les moments où on n'arrive pas à se nourrir parce qu'il y a de la précarisation des modes de vie. Tout ça, je trouve qu'en fait, c'est des choses qui sont autant dignes d'intérêt que ce qu'il y a dans le contenu de notre assiette d'un point de vue strictement culinaire et beau et esthétisant. Oui, bien sûr. Moi, j'ai envie d'embarquer avec la nourriture absolument tous ces fils-là. Et c'est pour ça que régulièrement, quand on me demande, alors est-ce que tu es journaliste culinaire, est-ce que tu es journaliste société ? Il y a pas d'erreur, il y a pas de gros mots, c'est pas grave si les gens disent que je suis journaliste culinaire, mais je me sens plus journaliste société au fond, qui utilise l'alimentation
pour parler de faits de société. C'est plutôt comme ça que j'aime me définir. Mais c'est exactement comme ça que je te voyais. Et effectivement, dans l'imaginaire journaliste culinaire, effectivement, je te mets moins dans cette case. Et je me demandais, du coup, tu as dézoomé à ce moment-là, mais est-ce que tu te souviens, par exemple, du premier article que tu as écrit autour de la société, les enjeux de société et l'alimentation ? Ouais, c'était justement une pige pour Libération à propos de la salmoniculture en Islande. Ah ouais. Et à ce moment-là, quand je leur propose ce sujet, je le vois vraiment plus pour la rubrique environnement. Je me dis, je vais aller voir la salmoniculture, je vais aller voir en gros les dérives des élevages de saumon dans les fjords et comment en fait ces élevages intensifs qu'on crée parce que collectivement, tout le monde s'est habitué à manger du saumon toute l'année, alors qu'avant c'était surtout un produit d'hiver, un produit des fêtes. Et comment en fait ce côté pourri gâté où on a envie d'avoir du saumon tout le temps, toute l'année, vient défigurer les paysages. Je me dis, ça, je le pitch pour la rubrique environnement. Et en fait, en y allant, en le faisant, je me rends compte que c'est plus qu'un sujet d'écologie. C'est un sujet aussi qui touche à des métiers, à des gens sur place qui se retrouvent à travailler dans ces entreprises, ces multinationales, et qui sont eux-mêmes dans une forme de déréglages éthiques parce qu'en fait ils se sentent il y a un truc cognitif où ils savent qu'ils font du mal à un paysage qui est pourtant un paysage qu'ils adorent parce que c'est là autour d'eux et c'est là où ils vivent. Ouais, c'est clair. Et en même temps il y a peu d'emplois sur ces îles, donc ils se retrouvent quand même à accepter et à le faire et en même temps pas très loin il y a des assos qui militent pour qu'on arrête parce que c'est vraiment des fjords dans lesquels on va mettre plein de produits pour que les saumons n'attrapent pas des poux de mer. Donc du coup, moi, j'ai vu de très près à quoi ils ressemblaient ces saumons. En fait, on les met dans tellement de filets qu'ils perdent leur forme. Ils ont une forme de S, tellement ils sont les uns sur les autres comprimés. Et c'est dramatique. Et ça, bien sûr, on ne s'en rend plus compte en tant que mangeur et mangeuse, puisque ce saumon-là, ensuite, on va le fumer, on va le mettre en petits filets. Voilà, c'est ça. On va complètement le transformer. Et donc, je reviens avec ce sujet et je me dis, voilà, c'est en fait bien plus qu'un sujet d'écologie. Je le publie dans les pages de Libération et énormément de gens autour de moi m'en parlent, le lisent. Mes proches, en fait, le lisent parce qu'en fait, dans l'article, on parle aussi de certains élevages qui sont peut-être mieux que d'autres. Et donc, du coup, j'ai des proches qui, parce qu'ils consomment aussi du saumon, vont chercher des informations sur, quitte à en consommer, lequel faudrait-il privilégier. Et là, je crois que c'est le début. C'est le moment où je me dis, ça a un impact direct sur leur vie. Ils m'en parlent, ces proches-là, parce que ça touche à ce qu'ils vont mettre dans leur panier et ça touche à leur manière de consommer. Ouais, c'est incroyable. Incroyable de se dire que tu as un impact direct finalement sur tes proches et la société en général. Voilà. Et d'un coup, je me dis, waouh, alors même que j'ai été journaliste au Parisien et que j'ai couvert la COP21 et que j'ai parlé de sujets autour des élevages intensifs, des paysages qui sont déformés par nos usages. J'ai parlé de tout ça, j'ai fait des interviews de chercheurs, voilà. Jamais autant qu'à travers cet article pour Libé sur la salmoniculture, j'ai eu des retours de mes proches. Et donc là, je me dis, en fait, il y a quelque chose à trouver autour de l'acte de manger qui est en fait un prétexte pour parler de choses plus englobantes encore et d'enjeux contemporains qui peuvent nous dépasser. Et là, je me dis, ok, donc l'acte de manger, parce que c'est à la fois un besoin physiologique et en même temps un geste culturel, il y a ce truc où peut-être on va pouvoir happer les gens de cette manière. C'est-à-dire que au début de la conversation, on a juste l'impression de parler d'un ingrédient et de ce qu'ils vont pouvoir mettre dans leur panier de courses. Ouais. Et en fait, à la fin, on aura parlé de système agricole, d'industrie agroalimentaire. On aura parlé de ces mots qui nous font un petit peu peur, qui nous intimident parce qu'on a l'impression que c'est des sujets compliqués, alors qu'en fait, ils nous concernent toutes et tous. Ouais, mais c'est la manière de l'amener aussi. Ouais.
Waouh. C'est la petite lorgnette, en fait, qui va nous permettre de prendre par la main les gens. Ouais, complètement. Et du coup, quand tu te rends compte que finalement, tu écris beaucoup là-dessus, est-ce que là, tu choisis en conscience tes prochaines piges et les prochaines collaborations que tu vas faire et peut-être les prochains médias que tu vas créer? Alors, toujours un peu dans cette histoire d'entonnoir où j'ai pas vraiment une idée fixe en tête. Je continue à proposer des sujets comme ça autour de l'alimentation, mais j'en fais plein d'autres aussi qui touchent pas directement à l'alimentation d'ailleurs. Surtout que quand j'étais chez France 24, j'ai pu faire beaucoup de reportages à l'étranger, donc il y a même un moment où je me dis que c'est ça qui m'intéresse, c'est de faire du terrain, c'est pas forcément m'enfermer dans une rubrique. Donc je continue comme ça un peu à papillonner parce que c'est ça aussi que ça permet, le fait d'être indépendante, c'est de se faire plaisir. Donc je vais un petit peu dans tous les sens. Et à un moment, je suis en reportage en Arménie pour les Inrocks et je reçois un coup de fil de ce qui est en fait une personne que je pourrais qualifier de ma petite fée, peut-être, qui s'appelle Laura Cuissard. C'est une productrice, enfin, elle n'y est plus, mais c'était une productrice du studio de podcast Nouvelles Écoutes. Okay. Et en fait, Laura Cuissard est tombée sur plusieurs de mes articles, et notamment aussi sur... plus précisément aussi, une proposition de podcast que j'avais formulée à Nouvelles Écoutes, mais sur un sujet pas du tout lié à l'alimentation. Okay. Un autre sujet. C'était quoi ? Un sujet autour des voix. Voilà, je crois que je l'ai déjà dit une fois, mais c'est peut-être juste la deuxième fois que j'en parle, donc peut-être un jour je le développerai. Mais j'aimerais beaucoup faire un podcast ou un cycle de podcasts autour des voix. De la voix en général? Voilà, la voix. Pour répondre à plein de questions différentes, qui seraient, par exemple, peut-on tomber amoureuse d'une voix? Est-il possible de changer de voix? C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui décident à un moment, parce qu'ils trouvent qu'ils ont une voix trop aiguë, de changer de voix, ou alors même dans des parcours de transition, on peut aussi... essayer de changer de voix, donc c'est passionnant aussi à documenter. Comment, en fait, dans une même vie, on peut tout à coup évoluer et changer de voix. Pourquoi certaines vont avoir une voix plus ou moins aiguë selon la langue qu'ils parlent. Moi, j'ai une voix un peu plus aiguë quand je parle vietnamien, par exemple. C'est marrant, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps là-dessus, il faudrait que je te le retrouve, mais ça se trouve que c'est toi qui l'as écrit. Tu as écrit un article récemment dessus ? Sur la construction de la voix, en fait, depuis l'enfance, et qu'en fait, on a une voix beaucoup plus grave que ce qu'on devrait avoir souvent, parce que justement, c'est pour asseoir le fait qu'on est plus âgé, pour se poser un peu en adulte et tout, mais qu'en fait, apparemment, la voix, on l'a construite nous-mêmes, en fonction de ce qui est attendu de nous. Et typiquement, il y a beaucoup de comédiens, dont un, j'y pense, Austin Butler, qui avait fait Elvis Presley. Lui, pendant 1 an, il a travaillé la voix d'Elvis Presley, ce grave particulier et tout. Et en fait, quand il est sorti du tournage, il a gardé cette voix grave. Et tout le monde, tous les journaux lui ont posé la question pendant des années. Et il a dit, en fait, je n'arrive pas à avoir une autre voix. Enfin, c'est devenu ma voix. Ah, waouh, c'est hyper intéressant. Je trouve ça passionnant. Le tournage, finalement, lui a fait embrasser cette autre voix dans laquelle il a fini par se sentir bien comme des chaussons. Et dans des chaussons, il l'a pas quitté. Ah ouais, c'est intéressant. Non, c'est incroyable, mais t'as un boulevard avec ton podcast, c'est génial. Alors du coup, tu le fais un jour. C'est pas moi qui ai écrit cet article-là, mais typiquement, ça pourrait être la personne qui l'a écrit, une personne que je pourrais interviewer, parce que ouais, ça soulève des questions que je trouve passionnantes. Justement, c'est aussi, il y a quelque chose de l'ordre du fait de société. La voix, c'est très concernant. On a tous une voix, on a tous... On pose tous notre voix d'une manière ou d'une autre. Ouais. Il y a des gens aussi qui la détestent, leur voix, d'autres qui l'aiment plutôt bien. Pourquoi on l'aime moins sur un répondeur? Pourquoi on l'aime moins notre voix enregistrée? Enfin, il y a tout ce truc qui est assez à la fois universel et personnel, en fait. Ouais, complètement. Autour de cet outil. Qu'on peut maîtriser plus ou moins. Et des accents, même et tout. Enfin, des accents, voilà. D'ailleurs, j'avais fait un podcast justement autour de la voix, mais c'était juste un épisode que j'ai fait sur la glottophobie. La glottophobie, donc c'est
toutes les discriminations qui se basent sur les accents. Sur les accents, voilà. C'est par exemple ce qui a fait que pendant très longtemps, dès que tu avais un accent du sud-ouest, tu devais forcément couvrir l'actu du rugby, ou alors même quand on passait parfois certains concours pour être prof, on nous disait il faut gommer cet accent, ça ne fait pas sérieux. C'est dingue. Parce qu'il fallait avoir un accent... c'est notre France jacobine, très centralisée, qui nous le demande. Il y a plein d'autres pays où on accepte plein de types d'accents, notamment au Royaume-Uni, un peu plus en tout cas déjà. Mais en France, on en revient à la neutralité, dont on parlait. Cette fameuse neutralité qui est en fait un outil de répression finalement, parce qu'on force les gens à gommer leurs aspérités et d'où ils viennent. Et en plus, il y a des violences derrière qui peuvent être aussi plutôt symboliquement des violences sociales, puisque quand on parle du bon accent, on parle pas juste d'un accent qui serait celui de la neutralité, on parle aussi d'un accent qui serait celui d'une certaine classe sociale. Il faudrait surtout pas avoir l'air d'avoir un accent de certaines classes sociales moins aisées. En fait, c'est tout ça qu'on dit sans le dire, à travers l'accent de la neutralité. Ouais. Voilà, je trouvais ce sujet très intéressant et je l'avais proposé à différents studios de podcast. Et pour en revenir du coup à Laura Cuissard, donc à ce moment-là, ils avaient donc chez Nouvelles Écoutes différents programmes. Il y avait La Poudre de Lorraine Bastide, il y avait des programmes qui parlaient plutôt de foot, d'économie. Il y eu Bouffon qui existait déjà avant moi. Ah oui, je savais pas. Première nouvelle. Oui, tout à fait. Bouffon a eu sa vie aussi avant moi. C'est pas moi qui ai créé Bouffon. Okay. Bouffon appartient en fait à Nouvelles Écoutes. Et à ce moment-là, en fait, le studio de podcast avait envie de trouver une nouvelle personne pour présenter ce podcast. Et c'est Laura Cuissard, donc mon ange gardien, ma marraine ou ma fée, je ne sais pas quelle bonne expression employer, mais en tout cas c'est elle qui, en regardant différents profils qu'elle avait sous les yeux et qui avait été envoyés à Nouvelles Écoutes, elle est tombée sur mon truc. Et en fait, elle m'a répondu, on n'a pas la place aujourd'hui et le budget pour développer ce nouveau podcast. Par contre, j'ai quand même cru voir que tu avais beaucoup écrit autour de l'alimentation. Et viens, on se rencontre. Et là, tu es en Arménie à ce moment-là. Je suis en Arménie. Je me rappelle que je suis dans le hall de l'hôtel où je dormais à Yerevan. Ça capte pas méga bien à ce moment-là. J'ai au bout du fil quelqu'un qui me dit « Je te verrai bien présenter un podcast autour de la nourriture. Il faut qu'on se voit à ton retour. » Donc c'était un peu flou. Mais j'étais quand même partante parce que je trouvais ça nouveau, le principe du podcast. Je me disais c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait dans ma vie. En plus, j'ai pas vraiment fait de spécialité radio. Donc, belle aventure, allons-y. Et en plus, sur la nourriture, oui, bien sûr, c'est quelque chose déjà un thème qui était très important dans ma vie parce que j'aime beaucoup manger et que j'aimais aussi ce côté sujet de société autour de l'alimentation. Ouais. Mais c'était encore assez nébuleux. Je voyais pas du tout ce qu'on arriverait à en faire. Ah ouais. Et là, on est en quelle année, du coup, pour ce... En 2019. J'ai présenté Bouffon, du coup, de 2019 à 2023, du coup, pendant 4 ans. Ok. Et ça commence tout ça en 2019 avec ce rendez-vous avec Laura Cuissard et puis aussi Julien Neuville qui a cofondé Nouvelles Écoutes. Et c'est vraiment... grâce à eux, tous les deux, en fait, que tout ça a commencé. Un peu à toi aussi. Tu as proposé un sujet. Oui, bien sûr. Mais c'est Laura Cuissard, tu vois, qui a su voir que cette spécialité que je commençais un petit peu à dessiner pourrait être l'objet d'un regard hebdo dans un podcast. Oui, elle a projeté beaucoup plus vite que toi, quoi, en fait. Voilà. Elle, en tant que productrice, elle s'est dit, elle avait plusieurs profils sous les yeux, et c'est elle, un peu comme le ferait peut-être un agent, enfin c'est l'image que je me fais d'un agent, d'une agente, elle a su me voir dans un rôle, en fait.
Alors oui, je l'avais là, je le cultivais, mais au milieu de plein de choses. Ouais. Et c'est elle qui a mis le doigt dessus et qui a dit, mais en fait, ce que tu fais déjà là avec l'alimentation en tant qu'angle de société, en tant que lunette qui permet de voir ce besoin physiologique, ce geste culturel comme des lunettes pour parler de faits de société, l'acte de manger qui va éclairer tout ça, vas-y, je te propose de le faire une fois par semaine. Et donc quand même une fois par semaine pendant 4 ans, avec une pause l'été, je peux te dire que oui, on en a vu des sujets. Ouais, c'est dingue. Hein. Et ce qui était fou, c'est qu'il y en avait tout le temps. Alors, dès qu'on terminait une année, qu'on disait « Waouh, on a quand même fait bien tout ce qu'on voulait traiter », en fait, l'année d'après, on revenait avec plein d'autres sujets parce qu'il y a toujours, par définition, on mange tous tout le temps et en fait, ça crée tout le temps des nouvelles problématiques. Ouais, carrément. Est-ce que tu te souviens, pareil, j'aime bien les premiers sujets, en fait. Est-ce que tu t'en souviens de ta première émission sur Bouffon ? Ouais, je crois que l'épisode 0, c'est un épisode test d'ailleurs. Elle m'avait bien dit, on essaye, on l'écoutera entre nous, et puis si pour une raison ou pour une autre ça marche pas, du coup on en restera là. Donc c'était vraiment, je l'ai vraiment vécu comme un numéro 0. C'était sur le flan pâtissier. Okay. Ah ouais, toujours autant d'actualité. Hein. Voilà. Bon, après faut remettre ça en 2019 parce qu'entre temps. Je pense qu'il y a eu pas mal de sujets sur le flan et autres, mais en 2019, il y avait il y avait des choses à en dire plus encore qu'aujourd'hui parce que c'était le retour du flan et notamment du flan pâtissier. Ouais. C'était qu'est-ce que c'est que cette passion qu'ont de plus en plus les gens pour ce truc un peu suranné qu'on trouve toujours dans les boulangeries, qui a à la fois parce que pendant très longtemps, les boulangers n'avaient pas le droit de faire des pâtisseries. Il fallait laisser que c'était un peu la chasse gardée des pâtissiers. Ouais. Mais par contre, le flan, c'était OK. Ils avaient le droit d'en proposer aussi. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé le flan parce que même si il y a tout un monde entre les très très bons flans et puis les flans trop jaunes, pour être honnête, là, tu sais, avec vraiment la poudre d'œuf. Et je trouvais ça toujours pratique, un flan, parce que c'est assez roboratif quand t'as faim et que t'as un goûter que t'as envie d'être un peu rassasiant. Ouais. La part de flan, c'est plutôt cool. Et on avait interviewé une historienne de l'alimentation qui nous a raconté que elle a eu le sens de la formule parce qu'elle nous avait dit que le flan, c'était l'ancêtre de la street food, on peut le dire, parce que déjà au Moyen-Âge, on vendait beaucoup de flans, des parts de flans, et les gens qui n'avaient pas forcément de cuisine chez eux achetaient des parts de flans qu'ils pouvaient manger comme ça dans la rue. Alors bien sûr, on disait pas street food, mais c'était déjà un petit peu cette idée d'attraper une part de quelque chose et de la manger dans la rue. Et je ne savais pas non plus cette différence qu'il y avait entre le flan boulanger et le flan pâtissier. En fait, j'entends beaucoup parler du flan pâtissier dernièrement, mais je ne savais pas que les boulangers, à l'époque, ne pouvaient pas faire de pâtisserie, hormis les flans. Et pourquoi les flans, d'ailleurs Oui, alors, il faudrait regarder plus précisément, mais en gros... Ou je réécouterai l'épisode. Hein. Et en plus, moi-même... Si seulement je pouvais me souvenir de tout ce qui s'est dit dans Bouffon. C'est terrible, hein. Et de manière générale, si seulement je pouvais me souvenir de tout ce que j'écris parfois dans mes articles. Mais petit aparté sur le journalisme de manière générale. Mais ce qu'on dit souvent dans notre métier, c'est qu'on est spécialiste de tout. Mais surtout spécialiste de rien. Parce qu'en fait, ce qu'on nous apprend, c'est une méthode. On nous apprend à être fort en interview, avoir les bons réflexes en reportage, être attentif aux bonnes choses pour les restituer, pour avoir les bons sons d'ambiance. Mais c'est toujours une recette qu'on applique. Mais à l'inverse des chercheurs qui... une vie entière peuvent être spécialistes de quelque chose, nous, en fait, on est vraiment... le temps d'un sujet à fond sur quelque chose et puis après on le rend et on se met à fond sur un autre sujet. Ce qui fait que moi je m'ennuie jamais et que j'aime beaucoup ce métier, mais je dois dire qu'il y a plein de fois où quand je relis mes articles, j'apprends des trucs. C'est dingue, hein. Ouais. C'est génial. Donc si seulement je pouvais me souvenir de tout, j'aurais vraiment une super culture générale. Et donc pareil pour les épisodes de Bouffon, il y a des gens parfois qui me disent ah trop bien cet épisode où j'ai appris ci ou ça. Et je me dis tu me l'apprends aussi ce truc, j'avais un peu oublié. Mais donc les boulangers, en fait, pendant très longtemps, je crois que c'est une histoire de...
c'est une histoire. Il y a pendant longtemps une querelle entre les boulangers et les pâtissiers. Les pâtissiers ont dit attendez, vous n'allez pas nous non plus nous voler nos spécialités. Enfin, concentrez-vous sur le pain. Et je crois qu'ils se sont mis d'accord sur un certain nombre d'ingrédients. C'est-à-dire, si vous travaillez les œufs, la farine, machin, ça c'est ok, ça reste, ça peut rester votre précaré. Mais si d'un coup vous faites entrer d'autres ingrédients, bah là d'un coup c'est plutôt, ça relève de la pâtisserie. Et je crois que du coup dans tout ça, les boulangers ont pu quand même faire le flan, dingue. qui est à la fois du coup quelque chose que tu retrouves à la fois donc chez les boulangers, mais aussi chez les pâtissiers. Ouais. Et que j'aimais pas du tout avant et que maintenant j'apprécie vraiment. Mais... Ouais, c'est vrai, t'aimes ça? Ah ouais, avant pour moi c'était un bout de gelée presque. Enfin, j'aimais pas du tout cette texture. Et maintenant je trouve qu'elle est beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus goûtue. Enfin, la vanille ou d'autres choses. Enfin, c'est marrant. Ah bah ouais, mais quand c'est bien fait. Ouais, non, c'est clair. Et puis bon, moi j'ai les souvenirs aussi de flan de cantine. En fait, on allait à la cantine des trucs, mais c'était du plastique, quoi. Ah ouais. Le truc qui fait quick, presque sous la dent. L'horreur. L'horreur. Ouais, mais oui, et c'est tout un monde le flan parce que on s'est quand même aussi habitué aujourd'hui à avoir de meilleurs flans sur le marché. Mais il y en a certains qui ont tellement aussi intégré il y a des adresses qui ont aussi intégré le principe du bon flan et qui vont chercher à tricher à partir de ça. Clair. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont presque trop beaux pour être honnête, qui sont criblés de petits points noirs où tu te dis mais c'est pas la vanille là en fait, c'est la gousse qu'on a broyée pour et c'est marrant parce que du coup tu sens que parce qu'il y a eu tous ces flans premium, ça a aussi bougé les canons esthétiques, y compris dans les flans un peu plus entrée de gamme. C'est clair, tu vois, tu pourrais refaire un épisode de Bouffon en fait sur le flan maintenant. Mais ouais, carrément. Il y a tellement à dire sur le flan. Et je me pose la question, parce que maintenant que je découvre toute l'histoire du business model, du podcast et tout ça, comment ça se passe à l'époque? Là, comme c'est une productrice qui vient te chercher, j'imagine que du coup, tu es payé ou salarié ou pigiste justement pour eux? Ok. Il y a eu plusieurs vies, plusieurs types de manières pour moi de collaborer avec le studio de podcast. Et à un moment, j'étais en contrat. Et puis après le Covid plutôt, donc le modèle économique a encore un peu changé. Et là, j'ai plutôt été payée à l'épisode. Ok. De manière générale, le principe du podcast, en tout cas chez ces studios, c'est que c'est quand même encore un modèle qui n'a pas tout à fait trouvé son équilibre économique. Alors, il y a différentes manières de faire, mais souvent, les podcasts font ce qu'on appelle des podcasts en marque blanche. Donc, on peut l'expliquer pour nos auditeurs, auditrices qui ne savent pas ce que c'est. Merci. C'est par exemple quand un studio de podcast va créer un podcast pour une entité qui peut être un club de foot, je dis un truc au hasard, ou une marque de cosmétiques, qui a envie d'avoir son podcast pour sa communauté, mais ne sait pas comment en faire un. Du coup, cette structure peut frapper à la porte d'un studio de podcast qui va lui dire « Ok, très bien, on met à disposition nos compétences pour vous aider à faire ce podcast. On va vous faire les enregistrements, le mixage, le montage, tout ça. Ouais. Par contre, on ne signe pas le podcast. C'est pour ça qu'on dit que c'est un podcast en marque blanche. On ne le signe pas Nouvelles Écoutes, Binge, voilà. C'est vous qui le signez, c'est votre podcast. Et ces structures-là, du coup, vont payer ce service-là. Ouais. Et donc, c'est ça qui fait souvent que des podcasts peuvent, monétiser, enfin vendre leurs expertises. Et à partir de là, ils peuvent se permettre de sortir leur podcast vitrine à eux. À partir de notamment ces fonds-là, en plus de revenus publicitaires. Et Bouffon a été un de ces podcasts-là, du coup. Bouffon n'était pas en marque blanche. Bouffon n'était pas en marque blanche, voilà. Mais Bouffon, c'est les revenus publicitaires qui ont... Voilà. Ok. En partie, parce que mais les petites pubs qu'il y a avant, pendant, voilà, ça n'a jamais suffi à
couvrir tous les coûts d'un podcast. Donc, de manière générale, dans l'économie des studios de podcast, souvent, ce qui se passe, c'est ça. C'est qu'il y a aussi une partie marque blanche, en fait. Ouais, c'est clair. On n'en est pas encore au niveau des États-Unis, où c'est vraiment devenu un business maintenant à part entière, où le podcast, apparemment, a surpassé même la télé. Ah oui, ouais. En France, malheureusement, je dirais que le podcast il y a un peu comme une bulle de podcast. Une bulle au sens... un effet à un moment où tout le monde a voulu avoir son podcast, toutes les marques ont voulu avoir leur podcast. Je parlais de clubs de foot parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Il y a des clubs de foot aussi qui se sont dit, qu'est-ce qui se passe? On a notre gazette en interne, on a nos événements. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Allez, dernier petit joujou en date, faisons ça. Mais la période du Covid, ensuite, elle a complètement rebattu les cartes parce qu'il y a beaucoup de structures qui ont revu leur enveloppe de communication à la baisse. Ouais, bien sûr. Et du coup, ce qui est passé à la trappe, c'est le dernier petit joujou, donc c'est-à-dire souvent le podcast. Et c'est pour ça qu'il y a eu moins de podcasts en marque blanche et donc aussi que les studios de podcasts qu'on a cités tout à l'heure ont beaucoup souffert d'un coup d'avoir moins de rentrée d'argent. Ouais, c'est clair. Et parce que je vois que l'heure tourne. Ouais, moi aussi je regardais, il nous reste une demi-heure, ça passe tellement vite. C'est clair. Et tu me disais, mais tout le monde fait 2 heures. Tu vois, ça passe très vite. Ça passait, mais je pensais même pas que ça faisait 1 heure là déjà. 1h30. 1h30 du coup. Ouais. Du coup, là, tu fais le podcast jusqu'en 2023. En parallèle, tu continues à écrire des piges, j'imagine? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, pas forcément que autour de l'alimentation, mais quand même pas mal autour de l'alimentation et des enjeux sociétaux. Ouais, quand même de plus en plus autour de ça, parce qu'avec le podcast, je mets tellement ces lunettes-là autour de l'acte de manger et des faits de société qui sont éclairés par l'alimentation, que j'ai l'impression que je navigue totalement dans cette spécialité qui petit à petit devient de plus en plus un fil rouge pour moi. Et donc oui, quand je propose des sujets, c'est de plus en plus des sujets autour de ça. Même aujourd'hui encore, ça m'arrive de traiter de sujets légèrement différents, mais je crois que c'est pour ça que je parlais encore une fois de l'entonnoir, c'est que aujourd'hui, c'est devenu ma spécialité. Et c'est ça que je trouve aussi très enthousiasmant quand je réfléchis, quand je rembobine. C'est que quand j'étais au lycée ou même plus tard en école de journalisme, je me suis jamais dit à ce moment-là que les faits de société autour de l'alimentation pourraient être un angle, une spécialisation. Ouais. Parce que quand tu es à l'école, en journalisme, on te dit, voilà, il y a éco, il y a France, il y a politique, il y a sport. Et oui, il y a la rubrique food, qui relève plus du coup souvent de la rubrique lifestyle. Ouais. Mais moi, c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Je me voyais pas particulièrement faire que des critiques de restaurants ou des interviews de chefs. Et finalement, ce que ça permet aujourd'hui d'avoir inventé un petit peu mon modèle, c'est de pouvoir faire plein de choses autour de l'assiette. Ouais. À la fois son contenu, parler d'un restaurant si j'en ai envie, même si je le fais pas souvent, mais surtout d'un ingrédient qui va pouvoir me permettre de faire un reportage, ou ensuite des gens qu'il y a autour de l'assiette. Donc comment on se nourrit, c'est quoi la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un reportage que j'ai pu faire dernièrement, ou alors la salmoniculture, pour reprendre le premier sujet qui m'a animée autour de l'écologie et de l'environnement. Ouais. Et donc en fait, tu te rends compte que c'est possible d'inventer ton angle à toi, même s'il n'existe pas vraiment en tant que tel dans un journal. Et ben si en tant que journaliste indépendant, tu proposes que des choses qui vont dans cette direction-là, il y a un moment où, l'acte de manger en tant que besoin physiologique et geste culturel peut devenir une loupe pour regarder le monde. Ouais, et un prétexte finalement. Ouais, c'est ça.
C'est génial. Et je me demandais, parce qu'on est aussi... moi, j'aime beaucoup interviewer les gens qui écoutent leur cœur et qui font les choses malgré les peurs. Est-ce que toi, tu as eu peur pendant toute cette période, au début, quand tu as commencé même les piges en indépendante, le podcast et tout ça? Comment tu vas en vivre? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce qu'il y a des peurs qui émergeaient à ce moment-là, ou finalement, tu n'as jamais eu ce genre d'angoisse? Alors oui, je pense que pendant très longtemps... Notamment quand je vivais à Paris, je me disais il faut que je me trouve une rédaction, il faut que je me trouve un contrat quelque part, que je sois intégrée à une rédaction avec un CDI. Et parce que c'était un peu le modèle que j'avais sous les yeux, c'était rentrer dans une rédaction et puis monter les échelons petit à petit. Et du coup, quand mon contrat s'est terminé au Parisien, j'étais très très pressée de retrouver quelque chose d'autre. J'avais un petit peu cette peur du vide, parce qu'on sait toujours ce qu'on quitte, mais on sait jamais ce vers quoi on va par définition. Il y a une inconnue, il y a plein d'inconnus. Et en fait, cette peur-là, elle n'existe plus trop depuis que j'ai trouvé ma spécialité dans la spécialité. Ma spécialité, c'est le journalisme société. Mais ma spécialité dans ma spécialité, c'est le fil rouge de l'acte de manger. Et depuis que j'ai ça veut pas dire que il y a une stabilité économique qui m'attend à tout jamais, puisqu'en fait, chaque année, c'est la même chose. On rebat les cartes, les collaborations peuvent à tout moment s'arrêter. Je donne aussi des cours. Il n'est pas dit que dans 5 ans, je le fasse toujours. On ne sait pas, parce que quand on est indépendant, on ne peut pas savoir si les gens vont continuer à nous donner du travail encore sur des années. Donc, c'est toujours pas gagné, cette stabilité économique, mais en fait, ce qui me déstresse beaucoup moins qu'avant, c'est que au moins j'ai ma direction. C'est que je sais vers quoi je veux aller. Et que du coup, si c'est plus ce journal ou tel ou tel cadre, ben c'est pas grave, parce que je chercherai autre chose, mais toujours en étant sur ce fil rouge-là. T'as cette confiance, en fait. Voilà. J'ai ma spécialité qui se dessine. Et je pense que le plus difficile, c'est quand tu te cherches à la fois un endroit confortable et en même temps quelque chose qui anime et qui fait vibrer ton cœur. Et quand, du coup, t'es sûr de savoir au moins ce qui fait vibrer ton cœur, bah, ça te fait en fait au moins une sorte de... Ouais, c'est ça, de direction. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a tout, en plus, cette recherche de sens qui existe maintenant, là, depuis la sortie du Covid, je pense aussi. Parce qu'on recherche le sens pour retrouver cette confiance dans ce qu'on fait et dans où est-ce qu'on va, quoi. Oui, c'est ça. Un alignement, finalement, entre ce qu'on aime, ce qu'on veut défendre. Et c'est pas si simple, quoi. Donc, c'est pas si simple à trouver. Moi, ce que je dis beaucoup aux étudiantes que j'ai, donc je donne des cours à Nanterre, à Paris-Nanterre et aussi à Sciences Po Lille autour de l'alimentation et du journalisme. Je leur dis souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure au tout début de notre discussion, je leur dis qu'il faut pas qu'ils hésitent à regarder ce qu'il y a proche d'eux dans les sujets qu'ils aiment et qui sont déjà tellement proches d'eux que peut-être ils n'ont pas vu, parce que c'est de l'ordre du déjà là. Moi, par exemple, l'alimentation, j'aime tellement ça. C'est tellement quelque chose que mes parents m'ont communiqué. C'est tellement un truc important dans la culture vietnamienne que pendant très longtemps, je le voyais sans le voir. Et en fait, c'est que progressivement que en m'entourant d'autres personnes, que j'ai réalisé que tout le monde n'était pas autant mordu de bouffe que moi. Et c'est en réalisant ça que je me suis dit, ok, c'est peut-être ça ma singularité. Et donc, si je le fais avec autant de passion, c'est que c'est pas forcément un effort. C'est que c'est évident. C'est que c'est évident et c'est que c'est déjà très, très spontané. Et que même sans faire l'effort de travailler dessus, il y a plein de choses que j'emmagasine déjà parce que c'est de l'ordre de ce que j'aime spontanément. Et donc je leur dis souvent, regardez un petit peu ce qu'il y a comme ça autour de vous, parce que ça peut être des indices. Et j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais te dire, mais oui, grosso modo, c'est ça en fait.
C'est bien parce que ça répond à une de mes dernières questions. Donc au moins celle-ci est répondue. C'était quel conseil tu donnerais justement à des gens qui n'osent pas passer à l'action, écouter leur cœur. Mais avant de revenir à ces dernières petites questions, on en est à 2023. Le podcast s'arrête complètement. Qu'est-ce que tu fais depuis ? Alors, depuis, donc... entre-temps, c'est le fameux moment où je suis devenue maman. Ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir à la transmission. Parce que, en tant que journaliste, c'est une discussion d'ailleurs que j'ai souvent avec d'autres consoeurs, confrères. Je suis très engagée autour des questions de... Je fais partie d'une association qui s'appelle Prenons la Une, qui est une association de femmes journalistes qui milite pour une meilleure représentation des femmes dans les médias. Et je suis très attachée au fait qu'on a besoin dans les médias de personnes, d'une diversité de journalistes, parce que une diversité de journalistes produit une diversité de contenus. Bien sûr. Et souvent, et j'en parle beaucoup avec mes consoeurs, on se demande parfois par qui on est lu. Est-ce que c'est pas des gens déjà qui sont convaincus par les choses que l'on porte, nous comme valeur? On parlait d'objectivité. Moi, j'aime bien avancer en étant déjà au clair avec mes engagements et en étant transparente là-dessus. Mais justement, peut-être que je suis aussi déjà suivie, lue et écoutée par des gens qui sont d'accord avec moi. Donc, comment finalement on fait pour que les savoirs circulent davantage? Et j'ai vraiment trouvé ça dans l'enseignement, parce que tu as face à toi des jeunes adultes qui sont hyper friands de ça, en fait, de faire fonctionner leur méninge, de vouloir se forger leur avis. Et toi, tu arrives dans ce cadre-là où tu vas les aider en leur apportant des lectures, en leur parlant en toute humilité, mais en leur parlant quand même de ton expérience avec ce qu'elle a de positif, de négatif. Et puis, c'est à eux de faire leur avis. Et donc, du coup, 2023, quand le podcast s'arrête, moi, je me dis, il faut que je trouve le moyen de continuer à faire encore plus d'enseignement. Et c'est ce que j'ai eu la chance de faire là, avec une super opportunité qui m'a été donnée par Benoît Langueigne, qui est une personne qui fait un travail formidable, qui est en fait un chef de section. Je ne sais pas si c'est exactement le bon terme, mais en gros, c'est la personne qui a inventé le master boire, manger, vivre. Le fameux dont je rêve. Le fameux, t'en as entendu parler à Sciences Po Lille. J'aurais adoré en avoir un comme ça à l'époque. Voilà, donc c'est un master dans lequel on apprend aux étudiants et étudiantes tout un socle de connaissances autour de l'alimentation. Un socle qui peut être plutôt théorique, mais qui va être aussi accompagné d'enseignements très pratiques. En gros, les étudiants et étudiantes de cette promo peuvent avoir des cours d'histoire de l'alimentation, de politique publique de l'alimentation. On va parler de politiques européennes, mais autour de l'alimentation, d'anthropologie du vin naturel, c'est dingue. Même de blockchain et d'alimentation. Voilà, pour te donner quelques exemples de sociologie de l'alimentation. C'est très divers. Quand ils sortent, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Et alors, je reprécise aussi, en plus de ça, ils font aussi des dégustations de vin. Ils font des cours en lycée hôtelier, donc ils sont aussi dans le faire. Et ils apprennent, en fait, ils font des sorties, ils vont voir des professionnels. Et il y a vraiment ce mélange intriqué entre du coup le faire et le penser. Et donc à la sortie de cette formation, alors elle a 2-3 ans, donc on est encore en train d'observer les effets qu'elle produit sur ses jeunes carrières. Mais il y a plein de métiers possibles. On imagine que certaines peuvent travailler. Alors, certains vont vouloir faire du journalisme culinaire ou être dans de la production d'événements autour de l'alimentation. Ou alors peut-être aussi, pourquoi pas, consultant. Ou encore, on peut imaginer aussi travailler dans des structures plus de pouvoir public, mais avoir ce rôle-là de... je sais pas, par exemple, par rapport au plan alimentaire territorial, être une personne qui va comprendre et travailler sur la question des cantines, pourquoi pas. Il y a plein de métiers, en fait, c'est incroyable, différents.
Oui, c'est tellement holistique qu'en fait, tout est possible, quoi. Ou alors l'associatif, mais lié à l'alimentation. Même l'entrepreneuriat, voilà, ou c'est ça. un resto, quoi. Oui. C'est en fait toute une série de métiers, mais il y a une transversalité possible de métiers, mais qui vont être unis par ce fait-là, qui est le fait alimentaire. Ouais, donc c'est complètement lié à ce que tu fais, quoi. Tu n'es pas directrice de ce master? Non, c'est justement le fantastique Benoît Langagne. Mais il m'a fait assez confiance pour me proposer, pour me laisser faire un cours qui me plaît énormément, qui s'appelle Questions sociales, dans lequel, justement, je propose de parler de faits de société à travers l'acte très concret qui est celui de manger. Tu leur fais des épisodes de bouffons en live, quoi. C'est incroyable. Ouais, on voit tellement de choses différentes dans ces cours-là. J'essaye de faire en sorte que mon cours soit un aller-retour entre de la sociologie de l'alimentation. Donc on voit de près des chercheurs, chercheuses, on décortique en fait ce que des chercheurs et chercheuses font sur le temps long. Moi j'aime beaucoup donner la parole à la recherche et essayer de la vulgariser. Donc on fait ça et en même temps on l'agrémente d'exemples très concrets sur que je peux emprunter aussi à mon métier de journaliste, des choses très concrètes sur des tendances alimentaires ou des ingrédients dont on peut plus parler que d'autres en ce moment. On peut avoir accès à tes cours? Eh ben, pas vraiment, enfin, à moins d'être dans les... Bien sûr. Voilà. Mais non, il n'est pas retranscrit ou... C'est clair. On garde ce petit côté, justement, un peu cocon. Ouais. J'en discutais avec une consoeur là, qui organisait un événement au Point éphémère. Une personne, elle s'appelle Julie Lesgourg, que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée à l'époque. Elle travaillait chez Nouvelles Écoutes aussi. Et maintenant, elle fait de l'événementiel au Point éphémère. Et elle organisait avec... le Point éphémère, un événement autour de l'œuf. Et j'ai animé une table ronde. Et en fait, cette table ronde n'était pas retransmise, pas enregistrée. Et on s'interrogeait sur le fait que parfois, c'est bien de faire, bien sûr, de quoi réécouter pour les gens. Et en même temps, ça a aussi une certaine saveur quand juste ça a eu lieu tel jour, à tel moment, juste dans cette salle. Ouais. C'est un peu intimiste aussi. Ça me fait beaucoup penser, je sais pas si tu connais le Live Magazine. Ouais, bien sûr. Voilà. Eux, ils ont jamais voulu justement enregistrer et tout, surtout pas de retransmission. Et c'est vrai que c'est un peu un moment hors du temps où on sent qu'on a vécu un moment un peu exceptionnel et oui. Et qui peut être partagé, dont on peut parler, mais qu'on peut pas revoir ou revivre d'une autre manière, quoi. Ouais, c'est vrai. Et il y a quelque chose qui peut être assez magique aussi dans ces endroits-là où tu te dis je peux pas y avoir accès d'une autre manière, mais aussi en termes de... Ça, c'est côté public, mais aussi côté personne sur scène. Je pense aussi que c'est peut-être moins intimidant de se dire que il y a pas ce truc qui est quelque part et qui peut être revu et partagé à l'infini. Du coup, il peut y avoir des imperfections, mais elles appartiennent à ce moment-là très précis. Complètement. Et moi, pour avoir animé quelques tables rondes aussi avec des consoeurs journalistes, je sais aussi que sur certains sujets très très sensibles, notamment de violences sexistes et sexuelles, la parole est plus détendue quand on sait qu'on parle auprès d'un seul public, bien sûr, qui va être là dans la même pièce, qui a priori va faire preuve de bienveillance et du coup, voilà, on ose peut-être plus dire quand on est dans ce cadre-là plus intimiste. Ouais, complètement. Donc, ça dépend des sujets. Ouais. Pour terminer, j'ai pas du tout envie de terminer là, mais donc c'est ça qui tourne. C'est dingue. Donc en ce moment tu donnes des cours à Sciences Po Lille, tu donnes des cours à Nanterre, c'est ça? Ouais. Ok. Quel genre de cours là-bas? Des cours de rédaction numérique, d'écriture, dans un master de sémiologie. Donc c'est encore autre chose. Ah ouais. Donc il faut qu'on fasse une V2 pour avoir le détail. Tu participes aussi à des tables rondes souvent ou à des événements. Est-ce que tu écris toujours des articles? C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous dire avec qui tu collabores? Ouais, carrément.
Et puis je pourrais même vous dire un dernier petit mot après sur mon prochain bébé, voilà, qui devrait sortir. Mais alors du coup, j'écris beaucoup pour Libération, pour Regain Magazine aussi. Dans les sujets récents que j'ai beaucoup aimé faire, il y a eu un reportage aussi pour Mediapart sur les cantines solidaires et associatives, puisque comme tout augmente en ce moment, qu'il y a vraiment une inflation, une hausse des prix, on observe aussi que les gens vont de plus en plus dans ces lieux-là parce que aller au restaurant est devenu un luxe. Donc ça m'intéresse aussi beaucoup, cette question-là du pouvoir d'achat et de ce qu'on peut, ce que l'acte de manger devient dans ce contexte. Donc j'ai fait ce reportage pour Mediapart autour de ces cantines où on peut manger un plat du jour à moins de 10 € et on voit qu'à Marseille, ces lieux ne désemplissent pas parce que voilà, beaucoup de personnes doivent se serrer la ceinture, mais aussi qu'ils ont envie de soutenir, quitte à manger dehors, des cantines qui portent des vrais projets associatifs avec des repas suspendus, avec une programmation culturelle différente. Donc ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup aimé faire. La sécurité sociale de l'alimentation aussi, qui est actuellement à l'heure d'expérimentation. Donc il y a des caisses locales à droite à gauche en France qui l'expérimentent. Donc là, c'est l'idée de donner la possibilité à certains habitantes de se faire rembourser une partie de leurs courses. Par exemple, dans le Vaucluse, il y a un village qui propose de faire ça, juste 150 €, mais ça fait déjà c'est clair, une très très bonne base. Alors, tu te fais pas rembourser ça en allant n'importe où, mais il faut aller dans une coopérative agricole. Et ce qui est intéressant, c'est que tu te fais rembourser une partie de tes courses. Comme avec ta carte vitale, il y a un taux de remboursement qui est différent selon, non pas les médicaments du coup, mais les aliments. Et à hauteur de, plus l'aliment va être local et a priori bon pour ta santé, plus il sera remboursé. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est plutôt vertueux parce que tu soutiens une agriculture qui est locale. Bien sûr. Voilà, donc j'ai travaillé sur ces sujets-là pour citer donc ces exemples de sujets qui parlent de l'acte de manger, mais ailleurs que dans un circuit plus qui est celui du restaurant, mais plutôt dans des angles sociétaux. Et là, je travaille en ce moment, on peut terminer là-dessus si tu veux, sur mon prochain livre qui va sortir aux éditions Divergence en octobre prochain. Sur l'acte de manger et nos identités. Voilà, ce sera un essai qui, 200 ans après la phrase de Bria Savarin qu'on a beaucoup entendue, « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Donc 200 ans après cette phrase qu'il a écrite en 1825, j'ai envie d'interroger la pertinence ou pas de cette phrase, son actualité. Qui sommes-nous à travers cet acte de manger ? Qu'est-ce que ça raconte vraiment de nous ou pas ? Et selon quel contexte politique et de société. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Tu sais combien de pages il y a déjà ? Il y aura 7 chapitres. J'ai terminé le 6e. Il faut que je me mette sur le 7e. Et puis voilà, le manuscrit ensuite sera en route pour arriver jusqu'à vous au mois d'octobre, si possible. Tu viendras nous voir à Paris pour nous le présenter ? Oui, il y aura un lancement qui sera prévu normalement. Ou on descendra à Marseille. J'essaierai de faire une petite tournée en France. C'est génial. C'est canon. Il nous reste 1 minute. Ça me laisse le temps de te poser la dernière question du podcast. S'il y avait la petite Émilie de 10 ans à côté de toi maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais ? La petite Émilie de 10 ans, je lui dirais fonce, continue à manger, à croquer la vie, en essayant de moins t'inquiéter sur le futur, en essayant de te concentrer plus sur les moments présents. Parce que le futur est tellement incertain qu'entre-temps, moi j'ai l'impression que le monde il a changé 10 000 fois. C'est clair. Que autant ne pas se mettre la rate au courbouillon, comme dirait mon amie Aurore, qui aime bien les expressions surannées. Ça sert à rien de trop vouloir se projeter, parce qu'en fait, c'est comme si les règles du jeu changeaient tellement tout le temps, que même si tu te projettes dans un truc très précis, il y a fort à parier qu'il va falloir réactualiser à chaque fois le niveau du jeu vidéo différent. Donc, en sachant ça, du coup, juste
essaye de profiter au maximum, comme quand on mange un plat et qu'on l'aime. On n'est pas en train de penser au prochain plat. Quand on mange un plat qu'on aime, en général, quand on l'aime, ouais. On peut réfléchir à se dire, mais qu'est-ce que je déjeune là, mais qu'est-ce que je pourrais manger ce soir? Mais en tout cas, je trouve que quand on aime, je fais le parallèle avec la nourriture, parce que ça fait partie des rares moments, je trouve, où quand on mange et qu'on aime le plat, bien sûr, parce qu'on peut ne pas l'aimer, mais on est ramené par nos 5 sens sur le présent. Et j'ai envie de dire à cette Émilie-là, fais comme quand tu adores un plat, aborde la vie de la même manière, c'est-à-dire en étant dans le moment présent. Parce que ça va aller. Ah, génial. Merci beaucoup, Émilie, pour tout ça. Wanda. Et puis, peut-être qu'il y aura une V2, effectivement, sur tout ça, peut-être à la sortie du livre. Ouais. Merci. Avec plaisir. Merci à toi pour ton invitation et tes questions hyper chaleureuses. C'était vraiment trop chouette. J'ai l'impression d'avoir dit tellement de trucs que j'avais jamais dit avant. Tellement de questions. Je suis ravie. À bientôt alors. Ouais, merci. À bientôt. Salut Wanda. Merci d'avoir écouté Avec Wanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.